Bonjour, bonjour. Nous revoilà. Allez, allez, allez. Je peux pas dire qu'on va terminer aujourd'hui, c'est impossible parce qu'il reste 1 million de noms et je continue à en rajouter. Bonjour, Pigmentarium. Bonjour. Je vois que nous sommes en petit comité pour l'instant, donc du coup c'est très bien, on va pouvoir aborder les questions qui fâchent, puisque je sais que ceux qui sont déjà là, c'est les purs de purs. Alors dites-moi, est-ce que j'ai un accent bizarre? Est-ce que, parce que c'est un peu le débat du moment, est-ce que j'ai un accent bizarre? Est-ce que j'ai une drôle de façon de prononcer les O, les E, les R? Parlons-en, d'accord? Qu'est-ce que tu me demandes, Pigmentarium? Est-ce que tu as une liste de combien? Je sais pas. Je sais pas. Beaucoup. Beaucoup. J'ai genre. Il me reste plus dans ma liste que de gens placés pour l'instant. Voilà. Donc il en reste beaucoup, beaucoup. Et en plus, certains de ceux qui m'ont été le plus demandés, hein, donc on peut même pas dire, on peut même pas dire qu'on a été efficace pour l'instant. L'autre jour, j'ai posté le replay du début de la liste sur YouTube. Et j'ai cliqué au hasard dessus. Et j'ai cliqué autour de 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, j'en avais placé deux. Donc on n'est pas très efficace. On n'est pas très efficace. Hein. On n'est pas très efficace. Mais en même temps, c'est parce que le sujet est grave. Le sujet est important. Et donc c'est normal de prendre son temps, de vraiment réfléchir et d'être le plus objectif possible. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je fais l'effort entre deux sessions de revenir en arrière, de changer la place de mémé par exemple. Voilà. Ceci étant, il va falloir se lancer. Et je pense que je vais refaire la technique. Euh, Fallait décider de l'échelle. Écoute, l'échelle pour moi dans ma tête elle est assez carrée. C'est plutôt vous qui n'arrivez pas à comprendre mon échelle. Vu que vous n'êtes pas aveuglément d'accord avec moi. Vous savez quoi, je vais aller au hasard, je vais en choisir un. Allez, hop, le voilà. Est-ce que vous connaissez euh, Merci de ne pas trouver bizarre mes prononciations, tu vois. Faut arrêter de dire que j'ai un accent maintenant. On va commencer avec Alex Sinner. Je vais le zoomer un petit peu. Vous allez me dire si vous le connaissez. Moi, c'est une découverte assez récente pour moi, alors que c'est super vieux. Hein. C'est un détective de bande dessinée, pour information. C'est un détective de bande dessinée et qui est ultra culte en fait. Hein. Les gens pointus en BD sont très très fans. C'était créé quand? C'est les années 80 ça, non, Alex Sinner? euh, Voire 70, 75. Et c'est du polar noir. Ultra violent. C'est très 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 violent et c'est dessiné d'une façon euh, pas hyper fluide, pas hyper lisible. C'était très expérimental en termes de découpage et tout. Je crois que je l'ai. Attendez. Attendez, vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai des accessoires. Mais oui. Mais oui. J'ai une. En effet, je l'ai. Non, je vais pas remettre mes oreilles d'ours. C'est bon, elles ont été utilisées, elles ont fait leur temps. Elles sont mortes de toute façon, mes oreilles d'ours. Ce n'était que du papier. Oui, en effet, j'ai une bande dessinée de ce personnage. Euh, c'est une édition moderne qui coûtait pas du tout cher. Et alors, je voulais surtout vous montrer l'intérieur parce que c'est très particulier comme style. C'est du noir et blanc. J'espère que je vais pas tomber sur une page où il se passe quelque chose de trop traumatisant parce que c'est quand même ultra violent. Euh, Ouais, il y a quelqu'un qui se fait casser la gueule là. Ouais, mais j'ai utilisé tous les rabs aussi. Ça fait penser un petit peu, en beaucoup plus ancien, euh, ça fait penser un petit peu à Sin City, pour ceux qui connaissent. Je pense que ça devait être une inspiration importante de Sin City. Et bon, bref, ça raconte les histoires d'un policier désabusé qui a démissionné, qui est devenu détective privé et qui vit et qui mène des enquêtes décousues. Je ne sais pas comment les décrire autrement. Dans un New York très très sombre, avec beaucoup de machinations. Et c'est tous les clichés du roman noir hein, dont on a déjà parlé ici. La corruption. euh, c'est pas totalement ma cam.
C'est que du noir et blanc, tu nous demandes Pigmentarium, où il y a des niveaux de gris. Non, non, c'est que du noir et blanc, et c'est très très tranché, au point où c'est pas toujours lisible. Alors il y a quelques fulgurances quand même, hein, ça a du style, on peut pas dire le contraire. Et surtout que bon, tous les éléments de style de cette BD-là, ça a été créé par ces auteurs-là, quoi. Donc c'est des choses qu'on a revues plus tard, ont peut-être un peu plus, peut-être un peu plus ciselées. Mais ouais, c'est, on sent, on peut pas dire que c'est pas bien, mais après c'est quand même très facile de pas accrocher, quoi, parce que les intrigues sont totalement décousues, sont ultra déprimantes aussi, et puis. Et puis bon, ça raconte à peu près rien, hein, faut pas se mentir, mais voilà, c'est quand même un style suffisamment tranché pour être intéressant. Et quant au personnage principal, donc c'est vraiment le cliché. Pour le coup, je parle souvent de mes détectives dépressifs, mais alors lui, lui il est dans un autre univers. Lui, c'est l'inventeur de la dépression, quoi. Il est vraiment, il est vraiment très très déprimé, le pauvre Alak. Je sais pas où je vais le mettre du coup. Je sais pas où je vais le mettre. Quelle était la règle pour les détectives déprimés? J'ai l'impression qu'on a plus dans correct que ailleurs. C'est certainement pas un génie, il peut pas être plus haut que correct, ça c'est sûr. Euh, Mais c'est pas élémentaire, c'est trop bizarre pour être dans l'élémentaire. Vous savez quoi, il va être dans correct. Allez, c'est parti. Même si en vrai, vous savez, j'ai lu de cette série et je pense pas que je lirai d'autres volumes. Je pense pas que je reviendrai dedans, mais bon, je vais le mettre dans correct quand même. Allez, ça marche. Correct. Qui est-ce qu'on va aller chercher ensuite? Un. Eh oui, tu vois, déjà rapide, mais en même temps, si personne ne le connaît, je suis obligé d'avancer un peu vite. Qui est. Attendez, là j'ai. Ah oui, Marge. D'accord, j'avais noté le nom, mais je me rappelais plus qui c'était. Marge Gunderson. Vous vous rappelez, vous vous rappelez d'elle? Rassurez-moi, vous vous rappelez quand même. C'est l'héroïne de Fargo. Fargo, le film, pas la série. Un film que j'aime beaucoup. Un film qui me fait énormément rire, que je trouve vraiment génial. Et qui est aussi très très bizarre. Pour ceux qui voient pas trop Fargo, euh, alors que nous dit V-dimensionnel, exceptionnel de ténacité? Et oui, tout à fait. Elle est exceptionnelle de ténacité. Et elle arrive à résoudre les affaires, hein, elle va au bout des choses. En fait, donc Fargo, comment décrire Fargo? Une espèce de comédie policière, mais c'est pas vraiment une comédie, c'est-à-dire que t'es pas mort de rire devant le film, c'est très sombre, mais bon, c'est une vague histoire criminelle. C'est un mec qui organise l'enlèvement de sa propre épouse et puis ça tourne mal. Et il y a une vague de violence du coup qui frappe cette petite ville enneigée de Fargo. Et elle travaille pour le bureau du shérif, il me semble. Et elle mène l'enquête. Et c'est une femme enceinte. Elle est enceinte jusqu'aux yeux tout le long du film. Et elle est extrêmement polie. Elle connaît tout le monde parce que c'est une petite ville, donc elle connaît les gens très bien. Et elle est très attachante. Et en même temps, elle va au bout des choses, même alors qu'elle enquête sur une affaire absolument sans queue ni tête. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, même si bon, elle enquête que dans ce film-là, donc c'est pas comme tous les autres détectives qui ont pu nous faire leurs preuves plusieurs fois. Mais pour autant, pour moi, elle, c'est une évidence que sa place est dans les génies. Voilà. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Elle est unique. Euh, Il y a eu une série Fargo plus tard, parce que je dis qu'elle est unique, mais il y a eu une série Fargo où c'est une anthologie où chaque saison c'est une enquête un peu dans l'esprit de Fargo, qui joue sur ce côté. C'est complètement absurde, mais en même temps, t'as presque l'impression que c'est basé sur des faits réels. D'ailleurs, dans le film, au début, ils vous disent basé sur des faits réels, ce qui est totalement faux, hein, c'est juste un truc comme ça écrit au début du film. Et du coup, dans chaque saison de Fargo, il y a toujours des personnages d'enquêteurs un peu dans ce goût-là, un peu dans cet esprit. Mais je trouve que c'est un type d'enquêteur qu'on voit pas trop, ou presque on a l'impression qu'elle est un peu teubée, alors qu'en vrai, elle est très intelligente, elle va au bout des choses, donc voilà. Personnage cool, et si vous n'avez pas vu Fargo, évidemment, il faut le voir, et puis il faut le voir le plus souvent possible. Moi, je le re-regarde assez régulièrement. Euh, J'en prends un autre. J'en prends un autre. Ah, mais alors là, un de mes faves, Sean Spencer. Sean Spencer, c'est le personnage principal de la série Psych, série policière humoristique
qui a un titre français absolument dégueulasse, qui fait qu'en France, les gens n'ont pas regardé cette série parce que le titre français est trop insupportable. Le titre français, c'est Enquêteur malgré lui. Et j'aimerais un jour rencontrer la personne qui a choisi ce titre pour, je sais pas, pour lui demander pourquoi, à qui tu t'adressais avec ce titre en fait. Ça raconte, cette série, ça raconte l'histoire de ce mec-là qui est un espèce de, c'est un ado attardé. Il se comporte vraiment comme un gamin un peu con. Son truc, Sean Spencer, c'est qu'il a été élevé par un policier très talentueux qui lui a appris toutes les techniques d'investigation. Et donc il les a intériorisées, et même s'il a un comportement totalement immature et une allure de gamin débile, c'est un excellent enquêteur. Bonjour Chips Norage, c'est toi le meilleur détective du monde? Ah bah écoute, il va falloir que je te place dans le classement, il va falloir que tu me parles un petit peu des enquêtes que tu as résolues, mais bienvenue parmi nous. Et donc Sean Spencer, en fait, dans la série, il se retrouve mêlé à un quiproquo pas possible qui fait que la police l'engage comme consultant médium. Donc en fait, il va résoudre les enquêtes et à chaque fois, il est obligé de faire croire que c'est grâce à des pouvoirs de médium. Genre, il a parlé aux morts, etc. Et la série est complètement délirante. C'est à la même époque que Monk. Pour information, c'était la même chaîne d'ailleurs aux US, il me semble. L'esprit ressemble dans cet équilibre entre enquête et humour. Même si Psyche est un peu plus délirant parce que le personnage est vraiment... Il est survolté, quoi. Il est complètement fou. Il est en binôme avec son meilleur pote et tous les deux ils sont à mourir de rire, quoi. C'est une série aussi qui a inventé le même avant le même, dans le sens où dans chaque épisode il va y avoir des détails visuels qui reviennent systématiquement et les fans trouvaient ça hyper drôle et s'amusaient à les chasser. Comme par exemple l'ananas, il y a toujours un ananas dans tous les épisodes. Vraiment, j'adore Psych. Tous les épisodes sont sur Prime, il me semble. Et vraiment, si vous n'avez pas regardé à l'époque, essayez de regarder maintenant. Je vous promets que vous allez bien rire et que c'est chouette. Il y a plusieurs épisodes où les enquêtes sont vraiment bien. Il y a des épisodes spéciaux. Ils faisaient souvent des épisodes hommage, un petit peu. J'ai envie de dire hommage et pas parodie. Un petit peu comme dans Community, vous savez. Où ils vont reprendre la structure narrative d'un film ou d'un genre, etc. Et c'est vraiment très très drôle. Et l'épisode comédie musicale, c'est l'un des meilleurs comédies musicales de séries non musicales de tous les temps, à mon humble avis. Et ils continuent à faire de temps en temps. Ils font des films adaptés de cette série qui sont un peu moins inspirés que la série d'origine, c'est sûr, mais très très cool, très très marrant, Psych. Et pas assez connu en France à cause d'un titre français vraiment éclataxe. Et par contre, Sean Spencer, du coup, même s'il est un peu insupportable, il va aller en rang S, tout simplement parce que la série est vraiment top. Voilà, donc lui c'est un rang S sûr. Voilà. Qui on va faire ensuite? Allez, on avance, on va réussir à terminer une bonne partie aujourd'hui. Ah, Rorschach. Je sais pas tellement comment le prononcer. Son nom, donc c'est un personnage, vous le reconnaissez, hein, je pense, hein, c'est un personnage de Watchmen. On va au moins en faire 5. Non, Pigmentarium, on va en faire beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, j'en fais une quinzaine. Vous le connaissez forcément, hein, c'est le personnage de Watchmen. Personnage extrêmement populaire. Je ne sais pas comment prononcer son nom, parce que, alors, c'est le nom du test, le test de Rorschach, donc ce test avec les taches d'encre. Vous savez, le test en psychologie qui est basé sur un vrai mec qui a existé. Et d'ailleurs, si vous avez jamais vu sa tête, ce psychologue, allez voir. Il a la gueule d'un top modèle d'aujourd'hui. Il est assez étonnant physiquement. Mais par contre, comment on prononce son nom, quoi? Dans la VF du film Watchmen, la version Zack Snyder, il l'appelle Rorschach. Je sais pas pourquoi, alors que ça s'écrit pas du tout Rorschach. Oui, alors V-dimensionnel et Pigmentarium sont en train de me dire qu'il devrait avoir une catégorie psychopathe pour lui. Vous inquiétez pas, on va réussir à le classer. Vous inquiétez pas. Que je l'explique un petit peu. Donc c'est dans l'univers de Watchmen, qui est un univers dans lequel il y a des super-héros, mais il y a un seul surhomme, en vérité. Et il y a plein de gens qui s'amusent à jouer les super-héros, en fait les justiciers, et forcément ça débouche sur une dérive un peu fascisante. Merci Abelard de Sub pour le meilleur accent. Comment tu le définirais alors cet accent? C'est un accent comment? C'est un accent quoi? Parce que je sais que manifestement j'ai pas l'accent corse, ou en tout cas pas un accent corse convaincant pour beaucoup de gens. Pour le prononcer plutôt à l'allemande, nous propose des dimensionnels, même si je pense que c'est pas l'origine de celui qui a inventé le test. Écoutez, vous savez quoi?
C'est le moment de faire la science. Je vais mettre mon casque et je vais chercher. On est d'accord que sur Wikipédia, il y a toujours un truc prononciation. Alors, Hermann Rorschach. Donc déjà, allez voir sa tête. Je vous promets, vous n'allez pas être déçus. Il a vraiment pas la tête que vous imaginez. Et alors, est-ce qu'il y a un truc Je vais chercher. Prononciation. On va trouver tous ensemble. Aujourd'hui, on mène l'enquête tous ensemble. Abélard, premier fan. Et ouais, 2e mois consécutif. Félicitations, Abélard. Écoute, t'as le droit de décider de changer le rang de quelqu'un. Je sais pas seulement si je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc toi, tu le prononces Rorschach. Ok, on va voir comment... Alors effectivement, c'est plutôt une prononciation allemande qui propose. Alors, écoutons bien, tous ensemble. Rorschach. Ok, il propose une autre prononciation. Rorschach. Rorschach. Bon bah ils disent tous Rorschach, hein. Alors bon bah écoutez, ça doit être ça, hein. D'après les prononciateurs allemands, voilà, c'est Rorschach du coup. Il a raison, c'est un prénom allemand, oui mais même s'il était américain, il peut avoir des origines allemandes. Alors, Abélard nous dit, il veut profiter de ses privilèges d'abonné 2e mois. Je veux juste que tu mettes Bougré et Charolles dans la liste. Je les note, je les ai pas. C'est qui Bougré et Charolles Bougré, Charolles. Je sais même pas qui sont ces gens. Je suis désolé, il va falloir que tu m'expliques. Hein. Les meilleurs enquêteurs, apparemment. Ah, c'est les mecs de la rubrique à braque. Ils résolvent jamais aucune affaire. D'accord, ok. Je vois très bien. Et ils sont basés, figure-toi, ces 2 enquêteurs, ils sont basés sur une émission de télévision de l'époque qui s'appelait Les 5 dernières minutes et qui était déjà un espèce de jeu d'enquête interactif à la télé. J'en parle régulièrement aux gens qui bossent sur Twitch. Je leur dis, il faut absolument qu'on fasse un truc dans ce goût-là. Ils résolvent l'affaire, tu dois avoir raison. Et oui, la liste se rallonge au fur et à mesure, je suis d'accord. Et il trouve avec un chemin de logique complètement différent. C'est vrai, c'est comme ça qu'il trouve les affaires. Oui, il est totalement débile, en effet. C'est ça. Et oui, j'aime beaucoup Gottlieb, donc oui, on les mettra avec plaisir. Je les ai notés, évidemment. Ça marche, Abélard. Ta commande est acceptée. Voilà. Voilà, ils seront là. Ces 2 débilos. Alors, où en étions-nous? Donc oui, donc Rorschach, donc il évolue dans un univers où il y a des justiciers, il y a un vrai super-héros, et en fait, dans Watchmen, il enquête sur l'assassinat d'un super-héros, voilà, qui était à la retraite. Et surtout, Rorschach, c'est Rorschach, du coup, c'est comme ça que ça se prononce, hein, ils avaient raison, les doubleurs de la VF de Watchmen. Surtout, c'est un espèce de théoricien de la conspiration. Il était pensé à la base comme un espèce de portrait au vitriol des justiciers à la Batman. Alan Moore, qui a conçu le personnage, le concevait vraiment comme un espèce d'horrible... comment dire d'horrible petit facho qui est sale, il sent très mauvais, c'est dit plusieurs fois dans la bande dessinée. Il se lave jamais, il se nourrit de haricots en boîte et de pâté pour chat. Tout le monde le méprise. Et lui, il est sûr d'être le seul homme sain d'esprit dans cet univers. Et bizarrement, ça fait partie de ces personnages qui n'étaient pas censés être positifs et que le public a absolument adoré. C'est-à-dire que littéralement des gens qui étaient critiqués dans ce portrait au vitriol se sont reconnus et ont trouvé ça trop cool. Donc voilà, ça marche pas toujours, hein, c'est souvent comme ça, hein. Vous savez, c'est comme les mecs qui sont super fans de Fight Club, 9 fois sur 10, c'est le genre de mecs qui sont critiqués par le film Fight Club. Et ben là, c'est un peu pareil. Rorschach, il a beaucoup de fans très toxiques. Hey, 2e mois d'abonnement pour les taux. Écoute, bienvenue sur le chat et merci. Et du coup, pour les taux, tu as le droit, comme Abélard, de m'imposer et d'ajouter à la liste ton détective préféré. N'hésite pas, voilà, je l'ajouterai. Tant pis si la liste continue à s'allonger au fur et à mesure que je la réduis. Donc bref, Rorschach, on pourrait presque le mettre hors sujet. Voilà, on pourrait presque le mettre hors sujet parce qu'il évolue dans un univers où il y a un surhomme qui existe, c'est vrai. Mais en même temps, lui-même, c'est pas du tout un surhomme et
son enquête, elle aurait pu être menée dans un univers sans aucun super pouvoir. Il a quand même un élément qui est un peu fantastique, c'est que son masque est composé d'un tissu spécial. Ah, et voilà, et Pigmentarium aussi. Bon, bah allez-y, dites-moi qui vous voulez que j'ajoute, y a pas de problème. Son masque est dans un tissu spécial où en fait les taches d'encre se déplacent continuellement et continuent à former une forme symétrique, mais c'est le seul truc un petit peu surréaliste. Abelard nous dit Rorschach, comme toute l'œuvre Watchmen, il change pas forcément, mais l'auteur joue avec les lecteurs et donc les lecteurs changent d'avis sur lui. C'est pas faux, c'est vrai qu'il y a un côté où des fois on se dit ah mais il a raison, et puis en même temps on le trouve pathétique quand même. C'est une vraie figure dramatique, hein, Rorschach. C'est un personnage très bien écrit, même si c'est une critique. Même si c'est une critique du personnage. Pigmentarium, tu sais quoi, si tu me proposes un mec, je dirais que je l'ai pas, comme ça t'auras l'impression d'avoir proposé un truc que j'ajoute. Ok, on fait comme ça. Euh, voilà, je promets d'être malhonnête. Mais oui, tu as raison, Abelard, effectivement, c'est un personnage très très ambigu et sur lequel on sait jamais trop sur quel pied danser. Un personnage très intéressant qui, soit dit en passant, micro-spoil, ne résout pas l'affaire. Je tiens à le dire, Rorschach, l'affaire l'enquête qu'on le voit mener, il la résout pas. Il la résout pas. Donc, pour ces raisons, moi, Rorschach, j'ai envie de le mettre en débilos. Même si je le trouve très cool, j'ai envie de le mettre en débilos. Et donc là, est-ce que vous préférez qu'il soit en débilos ou est-ce que vous préférez qu'il soit en hors sujet parce que les deux se tiennent. Voilà, tu serais aussi de cet avis, V-Dimensionnel. On peut peut-être le mettre dans les deux lignes du bas. Je vais pas le mettre dans pas assez d'indices parce que je le connais par cœur. D'accord, donc c'est pas possible. C'est pas possible parce que je le connais par cœur, Rorschach. J'ai lu même les trucs pas terribles dans lesquels il apparaît parce qu'ils ont fait des bandes dessinées aussi sur ce personnage spécifiquement et qui c'était pas ouf. Contrairement à la bande dessinée Watchmen, si vous ne l'avez pas lu, lisez-la. Moi, pour information, il se voit plutôt justicier qu'enquêteur. C'est vrai, un point pour hors sujet. Tu as raison. Tu as raison, Abelard. Watchmen, je l'ai lu quand j'étais un petit peu trop jeune pour le lire. Je voulais absolument le lire. Pour moi, c'était vraiment une bande dessinée d'adulte. Et il était vendu dans aucune des librairies qu'il y avait à proximité de chez moi, à proximité, à peine 1 heure de route. Et j'ai fini par le trouver dans une bibliothèque. Et je me rappelle, j'avais vu sur leur site internet qu'il était disponible dans une bibliothèque d'Ajaccio. Je suis allé jusqu'à Ajaccio juste pour ça. Et j'ai demandé, mais elle avait déjà été empruntée. Et donc il l'avait réservé pour moi. Il m'avait appelé le jour où elle était de nouveau disponible. Et donc j'ai pu le lire comme ça. C'était l'une de ces grosses éditions qu'on trouve plus maintenant. Abelard nous dit il est davantage dans l'action, qui est l'action sale, comme tout dans Watchmen, que dans la réflexion aussi. C'est vrai, mais en même temps, il va quand même d'indice en indice, il interroge des gens et tout, il a quand même complètement une attitude de détective. Et quelques années plus tard, ils ont vendu tous les trucs qui étaient jamais empruntés dans cette bibliothèque, ils ont vendu tous les bouquins, et puis je dis quelques années plus tard, c'était genre 10 ans plus tard. Et je l'ai acheté. J'ai racheté le Watchmen que j'avais lu initialement avec le tampon de la bibliothèque dedans et tout. Et qui doit toujours être chez mes parents en Corse. Voilà. Mais oui. Et d'ailleurs, alors, c'est un personnage effectivement à mi-chemin entre le super-héros et l'enquêteur. Puisqu'à la base, faut savoir que Watchmen, à la base, c'était censé être une réadaptation des personnages de la petite maison d'édition Charlton Comics. Qui venait d'être absorbés par DC Comics. Et donc Alan Moore et Dave Gibbons avaient commencé à développer cette bande dessinée là avec tous ces personnages là qui étaient des personnages qui aujourd'hui font complètement partie de l'univers DC, mais genre Blue Beetle c'en est un, et le personnage de Rorschach avant Rorschach, c'était la question. Vous savez, c'est ce personnage de l'univers DC qui a il ressemble beaucoup, il est habillé en détective à l'ancienne avec le trench coat, le petit chapeau en feutre, et il a pas de visage. Voilà. Et en fait, plus tard, DC a décidé de faire autre chose avec les personnages de Charlton et ils ont demandé à Alan Moore et Dave Gibbons de créer des personnages originaux pour cette histoire-là. Et autre fun fact sur Watchmen. Ah, ça, je pourrais le faire. Il y a eu, dans les années 80, un jeu de rôle officiel Watchmen. Il y a une adaptation en JDR de Watchmen avec des règles complètes, des scénarios et tout, et qui a été complètement oublié. Et j'ai les règles quelque part, je l'ai, le jeu de rôle.
Tiens, je pourrais faire ça en live. Je pourrais réunir quelques personnes et on jouerait au jeu de rôle Watchmen. Ça pourrait être cool. Ok, bah écoutez, une idée à garder pour plus tard. Bon, débilos ou hors sujet débilos. Vous savez quoi, débilos parce qu'il a pas résolu l'affaire. Je suis désolé, les détectives qui résolvent pas les affaires, je les mets en débilos. Oui, V-Dimensionnel, le jeu de rôle Watchmen existe. Et il était plutôt pas mal en plus. C'était pas mal écrit. Ça a utilisé le système du jeu de rôle Batman de l'époque, qui était plutôt un bon système de jeu de rôle. Mais tu sais, c'était les systèmes de jeu de rôle des années 80 qui avaient une mode. C'était des tableaux de conversion. Au lieu d'utiliser des dés, tu passais ton temps à utiliser des tableaux de conversion, ce qui est un peu yanche. Mais au pire, j'adapterai un petit peu les règles pour le live. Et ouais, il faut que je trouve des gens pour jouer Rorschach et Ozymandias et toute la clique. Voilà, et les Minutemen, ça pourrait être très très cool. Et puis en plus, j'ai pas besoin de beaucoup réviser parce que c'est un univers que je connais vraiment par cœur pour le coup. Ok, ben écoutez, à une prochaine sur cette chaîne là-dessus. Bon allez, on fait un autre personnage. Donc je l'ai mis dans des bilos, je suis désolé, il y a des gens qui vont m'attaquer pour ça. Et j'en ai rien à faire, c'est parce qu'il a pas résolu son affaire. Et oui, Pigmentarium, pourtant le jeu existe, je te le promets, mais bon, j'étais pas né quand ça a commencé. Et puis en plus, je crois qu'il a jamais été traduit en français, donc voilà, il faut être un petit peu créatif pour le trouver. Allez, un au pif. Ah, un sympathique. Connaissez-vous Dictective? Alors, j'ai eu un gros dilemme sur Dictective. J'ai eu un énorme dilemme parce que donc Dictective. Bonjour Coran, c'est pas grave que tu n'aies pas vu la notif, on avance tellement lentement dans ce classement. Voilà, donc salut. Alors, Dictective. En fait, j'ai eu un gros dilemme sur lui, c'est que c'est un personnage de l'univers de Ace Attorney. Vous connaissez les jeux vidéo Ace Attorney, les jeux d'avocat, d'accord, que j'adore. Oui, c'est le pote de Phoenix Wright. Le truc, c'est que pour ce classement, je me suis efforcé de ne pas mettre plusieurs personnages de la même franchise. Et dans Ace Attorney, il y a ce personnage donc, qui est policier, qui est inspecteur de police, et qui mène les enquêtes. Mais en fait, tout le truc, c'est qu'il est bidon, il est nul en enquête, d'accord, il arrête toujours la mauvaise personne. Et c'est le personnage que le joueur joue, le personnage de l'avocat, Phoenix Wright, qui mène l'enquête en vérité, mais sauf qu'il doit faire ça pendant le procès, quoi, au dernier moment. Tant et si bien que je me suis dit, est-ce que je mets Phoenix Wright, donc l'avocat, ou est-ce que je mets des détectives? Ça a été un grand dilemme. J'ai pas arrêté de changer d'avis, mais au moment où j'ai récupéré l'image pour la liste, j'étais sur Dictective. Donc voilà, donc du coup on est resté là-dessus, mais c'est vrai qu'il y aurait des arguments cohérents pour choisir plutôt Phoenix Wright. Quoi qu'il en soit, les jeux Ace Attorney, vous y avez joué ou pas? Je pense... Vous savez, des jeux d'enquête, j'en ai fait quelques-uns sur cette chaîne. J'ai joué à beaucoup de jeux d'enquête. À chaque fois que j'en vois, je retombe dessus. C'est un genre de jeu que j'aime bien, mais qui est toujours un petit peu frustrant. Je trouve que la mécanique des Ace Attorney, où en fait, tout le principe, c'est que le jeu te propose une théorie pour expliquer l'énigme de l'enquête en cours, une théorie qui est fausse, et vous devez point par point la contredire. Et je trouve que c'est malin, que c'est l'un des systèmes de jeu d'enquête qui permet vraiment de réfléchir à l'enquête, qui nous invite vraiment à avoir des vraies réflexions, à chercher les bons indices, etc. Et en cela, je trouve que c'est vraiment un super système, les jeux Ace Attorney, donc je suis très fan. Et malheureusement, je peux pas les faire sur cette chaîne parce que je les ai déjà tous faits, je connais les enquêtes par cœur, donc ça marcherait pas. Mais s'ils en sortent un autre, soyez assurés que voilà. Que nous dit Abelard? Il nous dit que en japonais, ils ont tous des jeux de mots de ouf. Phoenix Wright s'appelle... Je vais essayer de lire ça. Ryuichi Naruhodo. Oui, mais c'est quoi le jeu de mots? Et Naruhodo, c'est genre ah oui, je vois. D'accord, vous l'avez entendu dans des animés, c'est sûr. Ok, d'accord. Ok, et ben Dictective aussi, en français, il a un nom. Tous les personnages, tous les témoins et tout, ils ont des jeux de mots à la con comme nom. Et Pigmentarium nous dit. Et oui, et en 72 heures, il y a 72 heures entre le crime et le procès, normal que l'enquête soit bâclée. Si tu penses que dans la vraie vie. Pigmentarium, si tu penses que les enquêteurs de police s'intéressent plus de 72 heures à une affaire, tu es bien optimiste. Mais oui, effectivement, il a plein d'excuses pour être aussi nul. Tarto Citron Meringué nous dit: ah, je suis pile au moment du classement de Dictective. Et oui, je sais que tu es très fan de Dictective, que tu aimes son look notamment. Dictective, il est marrant parce qu'il a toujours un peu la gueule cassée, il a toujours des pansements, des trucs comme ça. Il a son manteau tout froissé, il a un peu une dégaine à la Colombo.
Et puis il est gentil, il est sympa, c'est un mec, c'est un mec sympa, c'est juste un policier un peu nul. Et oui, c'est des comparaisons immédiates dans les Attorney, tout à fait, Coran. Alors, mais c'est quand même un univers alternatif où les enquêtes se passent de façon différente. Est-ce que vous saviez, sur les jeux Ace Attorney, déjà il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, parce qu'ils ont pas tous été bien diffusés en France, en Europe. Euh, Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté du plus récent, celui qui se passe à l'époque victorienne, où c'est dans le même univers, mais ça se passe il y a 200 ans, 250 ans, et on fait équipe avec Sherlock Holmes dans le jeu, donc c'est plutôt pas mal, même si je trouve qu'il n'y a pas assez de procès, il y a trop d'enquêtes, pas assez de procès. Il y a eu aussi des jeux sur le côté de l'accusation, par exemple, qui sont pas sortis en Europe, et où donc, du coup on joue un procureur qui donne des ordres à détective, par exemple. Il y a eu un crossover qui est très chouette avec les jeux Professeur Layton. Très chouette jeu aussi. Et est-ce que vous saviez qu'il y a un film live Ace Attorney? Parce que ça, c'est quand même pas rien. Il y a un vrai film live avec des vrais acteurs et tout, et où ça se passe exactement comme dans les jeux, quoi, où les mecs ils jettent les indices à la gueule de l'opposition, etc. Et le film est. Alors, il y a plein de gens qui détestent ce film, d'accord, qui trouvent que c'est insupportable à regarder et tout. Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est un film marrant. Je trouve que le fait que les personnages vraiment soient en cosplay des personnages du jeu et qu'il y ait ce côté, tu sais, quand ils présentent un indice un peu fou. T'as des gens qui s'évanouissent dans le public et tout, quoi. Je trouve ça très très drôle. Franchement, le film Ace Attorney, allez voir la bande-annonce sur YouTube et vous me direz si vous avez pas envie de le regarder. Parce que franchement, je le trouve très marrant, ce film, le film Ace Attorney. Voilà. Abélard nous met le lien vers le wiki Ace Attorney. Voilà. Moi, ces derniers temps, j'étais plutôt sur le wiki Genshin pour l'OP Game of Roll X Genshin Impact de demain soir. Pensez à regarder, c'est sur la chaîne de MV et ça va être marrant. Oui, tout à fait, voilà. Donc, c'est effectivement l'affiche du film. Est-ce qu'il y a détective Est-ce qu'on a une belle image de détective? Quoi qu'il en soit, très très marrant le film Ace Attorney. Je le conseille plutôt. Après, il est débile, hein, mais voilà. Les coiffures sont parfaites, c'est les mêmes coiffures que dans le jeu, ce qui est très drôle. Cora nous dit ah ben en soi Ace Attorney c'est un bon nanar, du coup s'ils ont assumé le délire ça doit être sympa. Oui c'est ça, c'est à dire que en fait les jeux vidéo Ace Attorney c'est déjà du 15e degré, parce que évidemment que les mecs quand ils disent oui mais vous avez oublié le rapport du médecin légiste et que t'as tout le monde qui hurle, t'as l'avocat de l'accusation qui perd tous ses papiers, qui après vole dans la salle, etc. Il y a des mises en scène comme ça qui sont très très marrantes. Le pauvre détective cependant, il résout jamais les affaires, il est un peu con, c'est ça qui le rend attachant. Même si je l'aime beaucoup, je pense que sa place va être chez les débilos. Voilà, avec Derrick. La Ligue des Bilos, c'est de loin la plus bizarre, franchement. Je trouve qu'il faudrait faire. Vous voyez la Ligue des Gentlemen Extraordinaires où c'est plein de personnages de littérature qui sont réunis pour faire équipe. On devrait faire une Ligue des Gentlemen Extraordinaires avec cette équipe de détectives là. Regardez-les, ils sont géniaux. C'est l'équipe la plus improbable. C'est n'importe quoi. Il y a le mentaliste, il y a Fennec et Inspecteur Gadget. C'est vraiment la ligne la plus bizarre. Gros débilos par contre, pourquoi Rorschach? Ah bah tu as raté ce débat sur Rorschach. Tout simplement parce que Rorschach, au final, il est tellement à fond sur ses théories de la conspiration et tout que la seule enquête qu'on le voit mener dans Watchmen, il arrive pas à la résoudre. Voilà, c'est tout, je suis désolé, donc c'est pour ça qu'il se retrouve en débilos. Et aussi, il prend pas de douche. Rorschach, donc le pauvre, il est vite tombé dans le classement. Et il a son petit côté facho aussi, dont je suis pas ultra fan. Voilà, on va pas se mentir. Dans le comics ou le film, les deux, hein, il résout pas l'enquête en fait, hein, il arrive pas du tout à choper le coupable. Donc voilà, à la fin, quand on lui explique tout, il finit par comprendre, mais c'est un peu trop tard quoi. Voilà, Rorschach qui casse des mâchoires, qui jette des mecs dans des cages d'ascenseur. Ah bah oui, c'est un fafounet, hein, Rorschach, hein, il est écrit comme ça. Donc du coup, des bilos. Voilà. Et puis en plus, Detective, vous voyez, je l'aime beaucoup. J'aurais pu le mettre, être généreux, le mettre dans l'élémentaire, même s'il réjoue jamais ses affaires, mais c'est un keuf. Donc voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Abélard, ça y est, allez, je savais que ça n'avait pas assez débattu sur Rorschach. Je savais que ça n'avait pas assez débattu, je savais que ça allait revenir. Le film est beaucoup plus V-dimensionnel, il y a un truc vrai, mais on va peut-être pas se lancer dans un débat Zack Snyder et ses valeurs personnelles, mais oui, le film est beaucoup plus complaisant sur le personnage de Rorschach et sur les valeurs qu'il défend. C'est très vrai, et alors par contre sur le personnage
sur tous en fait, tous ceux qui défendent des trucs un peu de droite, mais sur le personnage du comédien, c'est le héros magnifique du film, donc voilà, c'est un choix d'adaptation aussi, mais avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Abélard nous dit à sa décharge, personne n'avait rien compris à l'affaire ou presque, c'est vrai. Mais tu es quand même d'accord avec mon choix, c'est très bien, mais le perso est ouf. Je suis tout à fait d'accord. Mais attention, j'ai des persos ouf. J'ai mis l'inspecteur Gadget dans Débilos, alors que je l'adore ce mec, il est génial. Voilà. Mais oui, Watchmen est tout simplement une œuvre très bien écrite, donc tous les personnages sont très intéressants. Je suis tout à fait d'accord. Un jour, je parlerai en détail de tout ce que je pense de Watchmen, et des spin-offs, et des adaptations, et de la série HBO. Il y a des choses à dire. Voilà. Et on fera le jeu de rôle Watchmen. Maintenant, je l'ai décidé. Voilà, maintenant, je suis à fond là-dessus. Oui, non, mais oui, Gadget est factuellement débilos, mais je l'aime beaucoup aussi. Donc, vous voyez, la catégorie débilos, c'est pas forcément des gens que j'aime pas. Je pense que la catégorie élémentaire est plus cruelle que la catégorie débilos. Le seul que je déteste vraiment dans cette catégorie-là, c'est Patrick Jane, le mentaliste. Voilà, mais les autres, je les aime bien. Allez, on va en prendre un autre. Je regarde pas, je donne des coups de molette et je m'arrête. Oh, alors ceux-là, vous allez pas les connaître. Vous allez pas les connaître, ils sont passés complètement inaperçus en France. Je vais regarder d'ailleurs comment ils s'appellent en France. Parce que j'ai que le nom américain, c'est le seul que je connais. Bah, tout simplement les frères Hardy. Ça vous parle, les frères Hardy? Les Hardy Boys. Alors, les Hardy Boys, je vais les faire apparaître. Est-ce que... Alors là, c'est une adaptation très très moderne, mais en fait, les Hardy Boys, c'est super vieux. C'est super vieux. Comme d'hab, je connais pas la date par cœur, donc je vais essayer de regarder. Euh, Ça a été créé. Waouh! Ça commence en 1927, donc c'est encore plus vieux que le Club des 5. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a été assez choqués de découvrir que le Club des 5 avait été créé pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est encore plus ancien. Euh, Nous, effectivement, en américain, on ne les connaît pas. Ça a pas franchement traversé les frontières. En gros, l'histoire, c'est que c'est deux frères, un qui genre a 17-18 ans et un qui est beaucoup plus jeune, qui a peut-être 12-13 ans. Euh, Mais qu'est-ce que tu racontes, Abélard? Les Américains connaissent le Club des 5 et c'est pas français, c'est britannique. Donc voilà. Donc oui, c'est européen, mais les Américains connaissent assez bien en fait le Club des 5. Et oui, oui, voilà, Abélard. Et Dagobert, le chien Dagobert ne s'appelle pas Dagobert, il s'appelle comment? Merde, on l'avait vu la dernière fois et ça vous avait fait halluciner. Il a un nom normal, genre il s'appelle Alexander ou un truc comme ça. Bref. Non, il s'appelle pas le Dagobert non plus. Alors, les Hardy Boys, en gros, l'histoire, c'est qu'ils sont, c'est les fils d'un flic euh, et ils mènent des enquêtes. Voilà, mais c'est genre des enquêtes genre après l'école, tu vois. C'est dans la tradition très ancienne des détectives adolescents. Je persiste à penser que c'est une tradition qui a été lancée par Rouletabille. Mais attends, je me demande si le personnage de Isidore Beautrelet, qui est un personnage d'enquêteur adolescent qui apparaît dans les aventures d'Arsène Lupin, n'est pas plus ancien que Rouletabille encore. Je sais pas, c'est à voir. Quoi qu'il en soit, les Hardy Boys, voilà, ils mènent des enquêtes et ils tentent des pièges. Vous savez, ils tentent des pièges aux cambrioleurs, où genre ils rentrent ils l'attirent dans un endroit, puis ensuite ils ferment à clé, des trucs comme ça, d'accord. Et donc c'est des livres qui sont vraiment destinés à un public très jeune, et en plus un public très jeune des années 20, donc qui aujourd'hui serait vraiment considéré comme des bébés. Voilà, c'est vraiment des histoires très très gentillettes. C'est mignon, comme toutes les histoires pour ados, il y a 40 000 tomes, combien il y en a en tout? Il y a 58 volumes dans la série d'origine. Et ensuite, il y a d'autres auteurs qui en ont fait d'autres derrière. Donc, il y en a vraiment beaucoup, 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 des centaines. Il y en a littéralement des centaines. Et alors, moi, j'ai choisi cette image parce que c'est l'adaptation que je connais, puisque j'y ai jeté un œil. Euh, c'est Timothy, le chien du Club des 5, nous rappelle Pigmentarium. Merci beaucoup, Tim le chien, tout à fait. Et Abelard nous dit j'allais parler de Fantomas. Et en fait, il y a eu des comics américains sur Fantomas. Et oui, et Fantomas ne sera pas dans la liste parce que Fantomas, c'est pas du tout un détective. Mais il faudra que j'en parle un jour, c'est très intéressant. Ah d'accord, Pigmentarium chuchote quand c'est entre parenthèses. Mais tu peux hurler sur ce chat. De toute façon, je vous entends pas, donc allez-y. Donc j'ai choisi une image de l'adaptation la plus moderne qui est, elle est dispo sur Disney Plus actuellement.
J'ai essayé de m'y mettre, j'ai pas accroché à 100%. Même si c'est propre, j'aime bien la façon dont sont écrits dans cette adaptation, dont sont écrits les deux frères parce qu'ils se parlent comme des vrais frères. C'est-à-dire que tous leurs échanges, c'est essentiellement des insultes et des sarcasmes. Et je pense que c'est plus réaliste que beaucoup de fratries adolescentes qu'on peut voir dans les séries et dans les films. Ceci étant, c'est quand même pas des enquêtes très très intéressantes. En plus, ils ont fait une seule enquête étirée sur toute une saison. Et je trouve que ça s'y prête pas trop, étant donné que, comme on vient de le dire, dans les bouquins, il y a genre 3000 enquêtes différentes. Donc, à moins qu'ils aient l'intention de faire 3000 saisons, je trouve ça un petit peu particulier. Bon, c'est pas fascinant, c'est pas nul non plus. Là, on a le modèle type des détectives ados qui vont se retrouver dans élémentaire parce que voilà, ils sont basiques quoi en fait, concrètement les Hardy Boys. Je suis un peu déçu de pas avoir dans le chat quelqu'un qui me dit quoi les Hardy Boys, mais je suis trop fan et tout, et qui aurait pu nous raconter plein d'anecdotes là-dessus. Vous devrez vous contenter de mes connaissances limitées dans le domaine. Donc voilà, donc ils vont être dans élémentaire. Voilà, en fait, je suis d'accord qu'il y a une petite confusion dans correct et élémentaire. Correct, c'est ok tiers, d'accord. Élémentaire, c'est basique. C'est ça que ça veut dire. Mais je suis désolé, mais moi, ma grille est un peu plus particulière. Voilà, c'est parce que création originale, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est mes tiers, voilà, si tu veux. Tu as raison, Abélard. Voilà, allez, on va en prendre un autre parce que là, en plus, c'était un binôme. Je préfère les gens tout seuls. Ah, alors là celui-là, j'ai des choses à raconter. Est-ce que, dites-moi que l'un d'entre vous connaît Harry Ambrose, le GOAT? Euh, Alors parlons-en. Il y a sur Netflix une série qui s'appelle The Sinner, d'accord. Qui, à mon humble avis, avait été initialement pensée comme une mini-série. D'accord. Je pense, franchement, j'ai pas d'infos sur comment ça a été produit, mais pour moi, c'est à la base une mini-série. Dans la première saison, c'est très intéressant, c'est très sombre aussi. On suit une mère de famille tout à fait raisonnable, sympathique, respectable, qui est jouée par Jessica Biel, et qui, un jour, sortie à la plage en famille, euh, pète une durite et bute un mec devant tout le monde, de façon horriblement violente. D'ailleurs, Pigmentarium, tu ne dis pas encore vu, c'est ultra violent. D'accord, comme c'est très 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 sombre. C'est pas forcément digeste, c'est pas pour tous les publics. Donc voilà, soyez prévenus de ça. C'est pas ma faute si vous êtes traumatisé derrière, si vous allez quand même regarder. C'est très très violent. Et en fait, voilà, donc c'est pas pour toi du coup. Voilà. Et en fait, il y a du coup, comme elle a fait ce crime devant tout le monde, elle est tout de suite arrêtée, etc. Elle est clairement coupable, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, il y a quand même une interrogation. C'est pourquoi elle a fait ça. C'est quoi le mobile? Parce que cette meuf-là, elle a aucun antécédent violent. Ça sort vraiment sortir de nulle part. Elle connaissait pas le mec. C'est vraiment complètement absurde. Et elle-même ne sait pas. Et elle est de bonne foi. Elle dit moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, il y a un inspecteur de police. C'est dans une toute petite ville où il y a quasiment jamais de crime, une petite station balnéaire, qui est donc ce mec-là, Harry Ambrose. Décide d'enquêter, décide d'aller au bout du truc, même si tout le monde lui dit il n'y a pas d'enquête là, on connaît la coupable, c'est tout. Il veut enquêter, il veut comprendre pourquoi elle a fait ça. Et tout au long de la saison, il va essayer de remonter le passé de cette nana et essayer de comprendre ce qui a pu motiver, motiver cet acte. Et donc c'est plus une étude psychologique qu'un véritable whodunit, d'accord. Et c'est top. Cette première saison, elle est top. Vraiment, c'est vachement bien. Et la solution finale, parce qu'il y a une solution finale, il y a une explication à ce mystère. Génial. Franchement, c'est vraiment bien de bout en bout. J'ai adoré. Et je pense que je suis pas le seul. Je pense que ça a été un beau succès, au moins du point de vue critique. Je pense que ça a beaucoup plu. Et du coup, ils ont fait une saison 2, et une saison 3, et une saison 4. Sauf qu'en fait, tu pouvais pas continuer l'histoire après ce qui s'était passé dans la saison. Donc à la place, c'est devenu une espèce d'anthologie où dans chaque saison, c'est une enquête différente, mais avec à chaque fois cet angle bizarre où on va pas tellement s'intéresser au crime en lui-même, on va pas tellement s'intéresser à qui est le coupable, on va pas tellement s'intéresser à la façon dont le crime a été commis, on va s'intéresser au mobile. Et donc à chaque fois, chaque saison commence par un crime d'une violence folle commis par quelqu'un qui, sur toute vraisemblance, n'a pas de raison de commettre ce crime.
Et le seul personnage qui revient à chaque fois, c'est lui. C'est donc Harry Ambrose, que j'ai envie de décrire comme le Dark Columbo. Parce qu'il y a un côté, oui, c'est Columbo dans le sens où on connaît le coupable dès le début, mais que l'enquête ne s'arrête pas là. Et il a un côté Columbo dans le sens où, comme vous pouvez vaguement le voir sur cette image, lui aussi il a ses vêtements froissés, lui aussi il est tout le temps un peu ébouriffé, il est un peu à l'arrache, il est dans sa vie privée, il est border de chez border. J'ose même pas vous dire ce qu'il fait dans la vie privée, mais tu vois que c'est vraiment un personnage compliqué, quoi. C'est pas un boy scout, c'est pas un premier de la classe. Il est barbu aussi, parce que tous les personnages bloquent là-dessus. Ils arrêtent pas de dire ouais, pourquoi vous portez la barbe et tout, c'est pas sérieux. Et c'est vraiment le Columbo, mais ultra dépressif. Là, je sais, je devrais dû faire une ligne dépressive dans ma tier list, mais alors lui c'est terrible, quoi. Il atteint des strates, et à chaque nouvelle saison, tu te dis, c'est pas possible, il veut pas tomber plus loin dans la déprime. Le gars tombe plus loin. Il Miracolo, ouais, une série italienne où ils enquêtent sur un miracle présumé. Je n'ai pas vu celle-ci, mais lui aussi doit être bien déprimé, c'est ça que tu me dis. Mais il faudra que je m'y prête aussi. Et puis aussi, la série, comment ça s'appelle, Vatican Miracle Examiners, qui est un manga. Voilà, une vierge en plastique qui pleure des larmes de sang, tout à fait. Et il y a aussi un manga qui aborde les mêmes questions, où c'est un mec qui enquête sur des miracles. Est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux? Mais je dois avouer que j'ai un peu de mal avec ce type de format, parce que c'est un peu l'effet Scooby-Doo en mode... la solution, c'est pas. La solution, c'est est-ce que l'auteur a décidé que oui ou non les miracles existent dans son univers, tu vois, et il peut faire ce qu'il veut. Donc du coup, j'ai toujours un peu de mal à rentrer là-dedans, mais je trouve le sujet intéressant. Et la série t'a déçu. Moi, c'est vraiment dommage, Abélard, mais je m'y pencherai quand même. Peut-être que moi je vais kiffer et que j'aurai des choses à dire là-dessus. Quoi qu'il en soit, The Sinner, la 4ème saison est sortie il y a pas longtemps en France. Figurez-vous que moi je l'ai regardé en avance parce que j'étais à Los Angeles. Donc voilà, il y a des mecs comme ça qui sont à Los Angeles et qui restent enfermés dans leur chambre d'hôtel pour regarder en avance les séries qui sortent à peine 2 mois plus tard en France. Voilà, vraiment fan de The Sinner, vraiment fan de Harry Ambrose. Pour moi, c'est un génie. Je le mets en génie parce qu'il pas en rang S, parce qu'il faut qu'il se fasse soigner maintenant. Tu vois, on est le gars, je m'inquiète trop pour lui, quoi. Maintenant, si je le mettais en reste, ça veut dire que j'approuve son attitude et j'estime que ce mec-là, il faut qu'il se fasse aider. Donc voilà. Coran nous demande un peu hors sujet, est-ce que je stream des jeux des fois? Oui, bien sûr, je stream notamment des jeux d'enquête. On a terminé un étrange playthrough du jeu vidéo Black Sad récemment, et je compte attaquer un nouveau jeu vidéo dans pas longtemps. Le problème, c'est que, vous voyez, j'ai quelques trucs techniques à régler d'abord pour faire ça, mais oui, je compte streamer des jeux, d'autres jeux d'enquête prochainement. Voilà. Et le replay du truc Black Sad est sur la chaîne YouTube, si ça t'intéresse, Coran. Voilà. Des jeux multi, non, j'ai pas encore touché à des jeux multi, parce que c'est vrai que jusque-là, j'ai fait que des jeux d'enquête, c'est un peu ce qui m'amuse le plus. Peut-être que je ferai des jeux multi, un de ces quatre, peut-être, why not? Ou alors, un jeu multi d'enquête, ce serait bien que je fasse Antioche, le jeu de Fibre Tigre, un de ces quatre. Voilà, ce serait bien que je m'y mette, en effet. Bon voilà, pour Harry Ambrose, c'est du génie pour moi, et il faut que vous regardiez The Sinner si vous avez le cœur bien accroché, bien sûr. Voilà. Allez, je ferme les yeux, je joue avec ma molette, et je m'arrête sur... Ah ouais, bah alors celui-là, j'espère que vous allez pouvoir me renseigner. Le poulpe, vous le connaissez? Alors j'ai pris une image d'une adaptation cinématographique, mais le poulpe, c'est un héros détective d'une série de romans policiers français, pour le coup. Il y en a plein. Et c'est genre vraiment des mystères sociaux, tu vois. C'est genre le mec qui fréquente toutes les strates de la vie populaire française, etc. C'est sur un ton très familier que c'est écrit. Coran nous donne un conseil de jeu, pardon. J'ai un conseil un peu dans le genre multi d'enquête, Murder Party Fantasy, c'est First Class Trouble. First Class Trouble. Eh ben écoute, je me le note. Et très volontiers. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est comme un Cluedo? Écoute, ça a l'air très intéressant. Je me pencherai là-dessus. Merci du conseil, Coran. Alors, donc le poulpe. V-Dimensionnel me dit qu'il a un bon souvenir du film, un souvenir lointain, mais qu'il ne saurait en dire plus. Écoute, c'est dommage. Personne ici ne peut m'expliquer plus sur le poulpe. Moi, j'ai même pas vu le film, les gars, et j'ai pas lu les livres. Il va falloir que je m'y mette, tôt ou tard.
Va falloir que je m'y mette. C'est une grosse collection. Je me demande s'il n'y a pas plusieurs auteurs. Je suis en train de regarder les infos hein, là-dessus. Ouais, ça date de 95. Et oui, et en fait, chacun des épisodes est écrit par un auteur différent. Il faut vraiment que je m'y mette. Peut-être qu'un jour, j'écrirai une aventure du poulpe. Qui sait, après tout, je suis auteur professionnel, non? Quand même. Écoutez, il va falloir que je les lise un de ces quatre. Quoi qu'il en soit, le poulpe, du coup, va partir en pas assez d'indices. Et en attendant, le poulpe, c'est une collection avec un héros central, mais chaque livre est attaqué par un auteur. Voilà, c'est un détective qui est surnommé le poulpe. Et des auteurs différents. Et Coran me dit que le jeu donc, dont il m'a parlé, First Class Trouble, est à mi-chemin entre un Cluedo et un Among Us dans un vaisseau rétro-futuriste. Et ça se joue à 6 joueurs avec 2 robots tueurs camouflés en passagers. Mais ça me fait presque plus penser au loup-garou, non? Et Abélard. Abélard, t'es pas en train de nous copier-coller la fiche Wikipédia, j'espère quand même. Alors qu'est-ce que tu nous dis? Jean-Bernard Pouy, qui a fondé et dirigé la collection à ses débuts, déclarait ne pas faire de sélection dans les manuscrits, les publiant dans leur ordre d'arrivée pour rendre compte sans fil de ce qui s'écrit. Ah ouais, donc je pourrais envoyer n'importe quoi en fait. De cette façon, la collection a rapidement dépassé les 100 épisodes, très inégaux mais attirant des signatures d'horizons très divers. Il y a des maîtres du roman noir, des habitués des collections blanches ou encore des amateurs des collectifs. Et oui, il est en train de nous copier-coller la fiche Wikipédia. Ok, bah écoute, très bien Coran. D'accord, donc c'est vraiment, pour le coup, mais c'est une démarche artistique super intéressante, je trouve. C'est une démarche artistique super intéressante, très en avance sur son temps. Je pense que ça doit être 95% illisible, mais artistiquement, c'est très intéressant. Et au niveau idéologique aussi, ça défend quelque chose. Donc je trouve ça très très intéressant, en effet. Donc c'est vraiment un héros populaire, ok. Et je comprends mieux pourquoi je connais des mecs qui ont écrit des histoires du poulpe. Je disais, mais comment? C'est pourtant pas des tauliers de l'écriture. Mais ok, d'accord, ok. Et Abelard nous dit, j'ai eu une intuition que le poulpe aurait des épisodes plus ou moins bons. Bah visiblement c'est clairement ça. Ok, mais je pense quand même que des fans hardcore sont capables de dire ouais mais lis celui-là, il est trop bien et tout. Ouais. Ok, bah écoute, je vais quand même le mettre en pas assez d'indices, même si je trouve la démarche très intéressante, je le redis, très intéressant. Et je regarderai le film aussi, un de ces quatre. Je le mets en pas assez d'indices, Pigmentarium. C'est facile à classer puisque j'ai pas lu le poulpe. Donc très bien, pas assez d'indices. Voilà, je m'en lave les mains. Je me mouille pas. Voilà notre poulpe. Mais presque, attends, le film, ils auraient dû le faire de la même façon. Genre n'importe qui a le droit d'écrire une scène. Le bordel, pas possible, mais pourquoi pas. Ok, ben cool. Allez, qui est le suivant? Merde, j'ai recliqué sur Harry Ambrose. Je m'en lave les mains sans les mouiller. Tu as raison, c'est particulier. C'est ce qu'on appelle le lavage à sec. Qui c'est lui? Eddie Valiant. Alors j'ai cliqué au hasard sur Eddie Valiant. Ah oui, j'ai dû le mettre parce que vous êtes 40 entre les réseaux sociaux, le chat Twitch, etc. Vous êtes 40 à m'avoir demandé à le mettre. Donc il y est, il s'appelle Eddie Valiant. Je vous laisse 2 minutes pour le reconnaître s'il vous plaît. Oui voilà, c'est le détective de Roger Rabbit. Moi vous voyez, je suis quelqu'un de soumis. On me demande de mettre le mec de Roger Rabbit, je mets le mec de Roger Rabbit. Voilà, je pense que vous devinez déjà dans quelle catégorie il va se retrouver. Pour ceux qui n'ont pas vu Roger Rabbit, c'est l'adaptation d'un roman, figurez-vous. Il y a du rififi à Toonfield, tout à fait. C'est l'adaptation d'un roman à la base, où en fait, figurez-vous que dans le roman, les personnages animés, parce qu'en gros, donc, l'histoire du film Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est que c'est genre Los Angeles, donc Los Angeles Hollywood, sauf que tous les personnages de dessins animés, toutes les stars des cartoons de l'époque, existent pour de vrai. Et c'est des célébrités, tu vois. En fait, c'est des acteurs, mais c'est des personnages en dessin animé. Et ils ont un quartier qui s'appelle Toonville où tous ces mecs-là vivent, tu vois, et cohabitent. Les lois de la physique et tout, c'est celles du dessin animé, tu vois. Et donc, tu peux croiser Mickey, tu peux croiser Bugs Bunny et tout. Et il y en a un en particulier, Roger Rabbit, qui est un lapin, qui est une méga star, qui est un peu le Bugs Bunny de cet univers-là, et qui est victime de plusieurs tentatives de meurtre. Voilà. Et c'est très drôle comme univers. Pour le coup, je suis sûr qu'il doit y avoir, peut-être pas en officiel, mais il doit y avoir des JDR de cet univers-là, qui est effectivement très cool. Le principe est chouette. Et en fait, on a donc un détective privé qui se retrouve à enquêter sur les tentatives de meurtre que subit Roger Rabbit. Voilà. Et en fait, il y a tous les éléments du film noir, mais sauf qu'au lieu d'aller dans un quartier défavorisé, les films noirs, souvent, ils vont genre dans le quartier asiatique ou des trucs comme ça. Là, il va à Toonville, où c'est rempli de personnages de cartoon. Et c'est complètement délirant. Et le film était une prouesse technique à l'époque. D'ailleurs, ça tient encore complètement la route. Alors que faire de l'animation intégrée à des trucs réels à la main, sans ordinateur, c'est quand même un truc de fou.
Abélard nous redit un truc sur l'histoire du poulpe avant qu'on passe à autre chose. La page Wikipédia du poulpe me dit que les titres du poulpe sont tous des jeux de mots infâmes. C'est vrai, j'avais remarqué ça aussi, mais c'est pas le seul, c'est aussi le cas d'un autre dont je vais parler plus tard. Et donc voilà, et figurez-vous, les gens ne le savent pas forcément, mais le film Qui veut la peau de Roger Rabbit est adapté d'un roman dans lequel ce ne sont pas des personnages de cartoon, ce sont des personnages de bande dessinée. Voilà, qu'on côtoie et qui s'expriment d'ailleurs. Il y a les phylactères qui apparaissent, il y a les bulles qui apparaissent quand ils parlent. Et à un moment donné dans le film, ils pensaient faire pareil, mais du coup c'était trop chiant. Gomboloco, bienvenue sur le chat. Gomboloco nous dit qu'il y a un JDR qui s'appelait Toons dans les années 80. Tout à fait, Toons je le connais, mais Toons on joue que des personnages de cartoon pour le coup. JDR tout à fait épuisant à masteriser. Mais oui, tout à fait, il y a un jeu de rôle où on joue des personnages de cartoon et on joue genre Bibi et le Coyote quoi. Mais faut voir. Moi, ce qui est intéressant dans Roger Rabbit, c'est que c'est dans un univers où il y a aussi des gens normaux, quoi. Et c'est ce parallèle qui est très marrant. Et Coran nous dit oui, c'est une bonne adaptation pour le film, mais c'est une excellente adaptation et très maligne, dans laquelle était impliqué l'auteur du livre, d'ailleurs, il me semble. Donc c'est une adaptation très, très maligne. Je serais pas surpris qu'il nous fasse prochainement un remake ou une version série de Qui veut la peau de Roger Rabbit, parce que c'est un film culte, mais avec. Et puis en ce moment, comme on aime bien le côté Super Smash Bros, vous savez, le côté tambouille de propriété intellectuelle, avec genre des Ready Player One ou le nouveau film Space Jam, tout ça. Ça m'étonnerait pas que d'un point de vue un peu cynique, qu'ils fassent ça à un moment donné. Quoi qu'il en soit, sa bonne place, elle est hors sujet, hein, évidemment. Il vit dans un univers qui obéit pas du tout aux mêmes lois physiques que les nôtres. Évidemment qu'il est hors sujet, le pauvre Eddie Valiance. Mais bon, vous avez eu raison de me le proposer puisque c'était rigolo d'en parler. Voilà. Mais par contre, ça va me prendre la tête. Est-ce qu'il y a un jeu de rôle officiel qui veut la peau de Roger Rabbit ? Parce que le concept serait marrant. Voilà. Ceci étant, passons à un autre personnage parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui j'en fais plein. Alors Cora nous parle d'un moment rigolo, le passage où il sort son flingue avec les balles vivantes, c'est extraordinaire. Ouais, mais il y a plein de moments marrants. Et puis bon, évidemment il y a aussi Jessica Rabbit, personnage culte. Il y a plein de scènes vraiment cultes dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Plein de trucs très très marrants. Non, et puis c'est un film que tu peux voir à plusieurs âges et avec une approche différente. Donc c'est un chouette film. Allez, faisons tourner la roulette et choisissons un autre. À moins que vous vouliez débattre du fait que je l'ai mis hors sujet, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oh, alors là, celui-là vous le connaissez pas. Ou alors si vous le connaissez, j'ai le meilleur public. Mais alors là, est-ce que vous avez déjà, c'est un de mes chouchous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jonathan Creek ? Est-ce que vous connaissez Jonathan Creek ? Alors, si vous êtes fan de stand-up et de télévision anglaise, vous avez peut-être vu ce mec-là, cette bonne bouille avec ses cheveux incroyables, Alan Davis, qui est notamment le co-animateur de QI, qui est une émission, on voit tout le temps des extraits sur YouTube, une émission animée par Stephen Fry. Abelard dit ah oui les Hobbits, pourquoi tu trouves qu'il a une tête de Hobbit, c'est ça? Le pauvre. Un peu, mais parce que c'est un anglais et les anglais ont tous un peu des têtes de Hobbit, faut pas se mentir. C'est tous des Hobbits les anglais. D'ailleurs, les Hobbits sont basés sur les Britanniques. Alan Davis qui est donc humoriste à la base, qui est très marrant. On dirait Olivier Véran avec une perruque. Allez-y, vous savez quoi ? Évacuez tout ce que vous avez à dire sur la coiffure de ce pauvre Alan Davis. Je suis son opposé capillaire, donc je vous laisse faire, ça me choque pas. Ouais, tout à fait, QI, il y a aussi un chouette compte Twitter, mais allez voir les vidéos, c'est super cool. Aucune source jamais, il y a les sources. Si tu cherches sur leur site officiel et tout, à chaque fois il y a toutes les sources et tout. Même si tout le principe de QI, c'est qu'il raconte des anecdotes où tu te dis mais c'est pas possible, c'est absurde. Mais c'est sourcé. Et donc Alan Davis... très marrant comme mec, et qui joue donc un détective dans une série policière anglaise qui n'a, à mon avis, traversé aucune frontière. Il me semble qu'il n'y a eu aucune traduction française, aucune diffusion ailleurs qu'au Royaume-Uni.
il faut vraiment être malin pour trouver les épisodes, parce qu'en plus c'est super vieux. Jonathan Creek, quand est-ce que ça a commencé? Jonathan Creek, c'est un truc qui a commencé à la fin des années 90, si je dois faire une estimation un peu au pif. Je n'aurai pas Wikipédia en direct. 97, voilà. Année de naissance de mon jeune frère. Et en fait, c'est super bien. De quoi ça parle? Jonathan Creek, c'est ce mec-là. Son métier, il est concepteur de tours de magie. C'est-à-dire que c'est pas un magicien du tout. C'est le mec qui fabrique les accessoires et tout pour que les magiciens puissent faire leur tour. D'accord? Donc vous savez, toutes les estrades avec des trappes, les panneaux qui massent des trucs, les portes dérobées, tous ces trucs-là. Il fabrique les tours de magie, d'accord? Et en fait, il se retrouve un peu par hasard à aider de temps en temps une journaliste, en tout cas dans les premières saisons, à débloquer des enquêtes policières impossibles. C'est-à-dire des crimes qui ont, normalement, selon les lois de la physique, ça n'aurait pas pu exister. D'accord? C'est donc tout ce qui est meurtre en chambre close, des disparitions complètement inexpliquées, des choses comme ça. Et donc le pitch est marrant, le pitch d'origine est marrant parce qu'en gros il utilise son raisonnement de concepteur de tours de magie pour résoudre ces affaires-là. Tu vois, il y a toujours une astuce physique dans les enquêtes de Jonathan Creek. Il y a toujours un truc qui fait que qu'à la fin tu dis ah mais oui j'aurais dû y penser. Mais il y a toujours un mécanisme, un truc marrant, tu vois comme ça. Qu'est-ce qui fait que Jonathan Creek c'est trop bien et ça mérite d'être plus connu? Première chose, pour le coup, les mystères sont vraiment bien. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'adore Monk. On va en parler à un moment ou un autre de Monk. J'adore Monk, mais Monk, t'as 75% de solutions qui sont vraiment cool, où à la fin, tu te dis « Ah, attends, c'est pas con. J'aurais dû y penser et tout. » Et tu te souviens, après, des mois plus tard, tu te souviens de la solution du mystère et tout. Mais le reste, les 25% qui restent, c'est des trucs qui tiennent pas la route, tu vois. C'est soit normalement les enquêteurs auraient dû comprendre tout de suite, soit la solution est trop absurde pour que ça comprenne, pour que ça fonctionne. Les énigmes de Jonathan Creek, les solutions fonctionnent vraiment bien, c'est vraiment cool, d'accord? Donc ça, c'est déjà un premier truc qui est super bien. Deuxième truc qui est super bien, c'est que il y en a eu plusieurs des séries qui parlaient un peu de magiciens, enfin de prestidigitateurs, donc de magiciens de la vraie vie. Et à chaque fois, je les trouve un peu pudiques sur les explications de comment fonctionnent les tours de magie, d'accord? Parce qu'il y a une espèce de tabou autour de ça, qui est très marrant, je trouve que c'est totalement enfantin qu'on ait ce tabou, même des adultes normaux qui aient ce tabou-là, où il faut pas révéler comment ça marche les tours de magie. Personnellement, je trouve ça un peu con, parce que c'est pas parce que tu sais comment ça marche que c'est moins marrant, surtout que tu vois le tour et puis après on te dit ah ça marche comme ça, donc c'est quand même rigolo. Dans Jonathan Creek, ils en ont rien à foutre. D'accord. C'est même, il y a un côté assez critique sur la discipline, sur la précipitation et tout. Il se moque volontairement. Il est en binôme avec un. Il travaille beaucoup pour un magicien qui est un espèce de turbo connard dans la série et qui rate ses tours tout le temps. Et c'est très marrant. Et il t'explique toujours la solution du tour, d'accord? Toujours. Dans chaque épisode, t'as l'explication de tous les tours de magie les plus connus, tu vois. Et ça, je trouve ça assez jouissif. Je trouve ça assez marrant. Et surtout. Le troisième point, c'est que c'est une vraie, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché à l'international, c'est une vraie série anglaise avec un vrai humour anglais intraduisible. C'est-à-dire que c'est à la fois de l'absurde, c'est complètement délirant, les gags dans Jonathan Creek, et en même temps, c'est tellement de l'humour noir, c'est super sombre. Ils vont vachement loin, vraiment, ils vont très 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 loin dans l'humour, parfois même un peu trop. Mais c'est tellement rafraîchissant et c'est la seule série policière qui fait ça, vraiment. Pour moi, Jonathan Creek, c'est un truc vraiment unique. Ça y est, ils en font plus des épisodes. Ils ont continué à en faire parfois avec des années d'écart. De temps en temps, ils faisaient un épisode spécial et tout parce que le public anglais est encore très attaché à ces personnages, à cet acteur, etc. Donc de temps en temps, ils en refont un. Les derniers qu'ils ont fait étaient trop sages parce que maintenant Alan Davis c'est plus un humoriste edgy, maintenant c'est un daron. Il peut plus faire les mêmes blagues qu'avant. Mais alors les premières saisons de Jonathan Creek qui ont vieilli de ouf, hein, vraiment la qualité de l'image est vieillotte et tout, mais c'est tellement bien écrit, c'est vraiment drôle et c'est vraiment intelligent. Et il y a certains des mystères qui sont amenés avec une intelligence, une astuce où franchement il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui savent faire ça, quoi. Il y a Agatha Christie qui sait faire ça. Donc j'ai mis plein de compliments. Si vous regardez Jonathan Creek, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire que j'avais raison. Voilà.
V-dimensionnel rentre dans le débat de la magie. Est-ce qu'il faut dire les tours de magie? C'est quelque chose qui est pris dans le milieu, j'ai l'impression. Il y avait un précipitateur américain qui avait révélé des trucs anonymement pour une émission, et je crois avoir souvenir qu'il avait vraiment été traqué par ses confrères, qu'il avait très très mal pris. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. En fait, c'est dans le milieu où t'es pas censé révéler les tours, parce qu'en fait, je vais vous révéler un truc sur le monde de la magie. Attention, le mec a des révélations sur le monde de la magie. Alors que je suis pas du tout magicien, quoi que ce soit, ça m'intéresse pas, mais figurez-vous qu'en fait, il y a un gros business, non pas sur les spectacles de la magie, mais sur la façon dont sont le trafic de tours, en fait. Où en fait, les tours sont conçus et vendus à prix très élevé. Et c'est là-dessus qu'il y a vraiment de l'argent dans le monde de la magie, c'est-à-dire que les gens se vendent leur tour. Et donc forcément, la propriété intellectuelle, elle est là-dessus, elle est sur le tour en lui-même. Donc forcément, ils sont un peu tendax sur ces questions-là. Mais je trouve que, écoutez, si on devine comment fonctionne leur tour, on a le droit de le dire, je trouve que c'est de bonne guerre. Voilà. Il y a un super épisode de Inside Number 9 sur des magiciens, nous dit Abélard. Je crois que je n'ai pas vu celui-ci, mais... Tu vois, l'humour de Inside Number 9, qui est une autre excellente série anglaise, bah, c'est ce que tu retrouves dans Jonathan Creek. C'est ce genre de délire-là. Et en plus, ce qui est marrant, c'est les guests de Inside Number 9 qui sont fous. Ils sont top, quoi. Parce que c'est des mecs qui étaient dans cette série-là avant de devenir des stars, donc c'est vraiment bien. Oui, V-dimensionnel, ça explique certainement la pudeur de certaines séries, j'en suis convaincu. Mais en même temps, il y a aussi un côté... tu ne dois pas révéler les tours d'un magicien si t'es magicien toi-même parce que t'es dans le milieu, mais les gens qui sont pas du milieu, c'est bon les gars, vous pouvez y aller quoi. Voilà. Et Abélard a assisté à une conférence de magie. Attention, Abélard est presque un magicien. Fais-nous un tour dans le chat, n'hésite pas. Donc voilà, donc Jonathan Creek, vraiment, je rêve que... il est genre sur Netflix UK, d'accord? Et genre avec des sous-titres français et tout, donc ça fait vraiment rager. Donc peut-être que vous pouviez y accéder avec un VPN, je sais pas. Mais j'aimerais bien qu'ils nous le sortent en France, quoi. Ce serait quand même cool. Sur la propriété intellectuelle des tours de magie, oui, c'est un sujet c'est un sujet intéressant en vérité. Mais bon, aussi un petit peu risible. Moi, forcément, je repense toujours à Arrested Development où le personnage de Job est magicien et à chaque fois il rate tellement ses tours qu'il révèle la solution accidentellement et donc il est harcelé par une confrérie de magiciens qui le détestent. Voilà. Oui, c'est moins grave un non-magicien qui révèle un tour, quoi. C'est même, j'ai envie de te dire, c'est de bonne guerre. Mais bon, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, Jonathan Creek, il est en rang S. J'aime bien le générique aussi sur Danse Macabre. Très très bien. Oui, un vrai magicien qui leak un truc, eh ben, il est un peu mauvais ou traître ou voleur. Oui, on peut dire ça. En tout cas, ouais, en tout cas, il est sans pitié avec ses rivaux. Voilà. On peut dire ça. Donc pour moi, c'est un rang S. Jonathan Creek est vraiment... allez y jeter un œil, quoi. Hein. En fait, le rang S, vous savez ce que c'est le vrai sens du rang S? Le rang S, c'est si vous connaissez pas, allez-y. Voilà, c'est ça le rang S. Donc allez-y, s'il vous plaît. Allez, on va en faire un autre. Allez, on est parti jusqu'à 18h. Allez, on va réussir à en placer quelques-uns. Allez, je regarde pas. Oh, encore un groupe. De temps en temps, vous avez vu comme le Scooby Gang. De temps en temps, je fais un petit groupe. Et là, ce groupe-là, comment vous allez me traiter de vieux parce que je connais trop bien pour mon âge. Ah tiens, je vais vous donner un indice. Musical pour voir qui c'est. Donc c'est un groupe d'enquêteurs. Je me demande si c'est la musique qui commence direct. J'ai peur de lancer le générique et qu'en fait il y a genre une voix off qui t'explique ce que c'est. On va tenter. Par contre, il faut que je remette mon casque. Je l'ai enlevé. C'est français. C'est cultissime. Et c'est ultra vieux. Allons-y. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont tellement vieux. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les... En fait, c'est ça mon accent.
C'est ça que les gens me reprochent, c'est que je parle comme ce mec en fait, comme ce chanteur. Je trouve que de nos jours, on devrait faire des génériques comme ça pour toutes les séries qui sortent en France, d'accord? Mais y compris les séries américaines, tu vois. Je trouve que le Trône de Fer, il aurait dû avoir un générique comme ça. Je trouve chanter pareil et tout, tu vois, avec des paroles dans ce genre-là. Donc voilà, donc les Brigades du Tigre. Allez, les Brigades du Tigre. Je me rends compte que malheureusement, c'est vraiment mon univers. Je me rends compte que je porte le même genre de casquette que ce mec-là, et que lui aussi, d'ailleurs, je vois que tous les personnages de cette série. Je me rends compte que j'ai énormément de points communs avec ces gens-là, y compris l'accent du chanteur du générique, malheureusement. Alors, je vais vous expliquer quand même ce que c'est les Brigades du Tigre. Les Brigades du Tigre, c'est une série télévisée, d'accord? C'est pas adapté d'un roman ou quoi que ce soit, c'est adapté d'un fait historique. C'est tout simplement que à l'époque où Georges Clemenceau est président du Conseil en France, il décide de moderniser les forces de police. D'accord. Tout simplement parce qu'à l'époque, les forces de police, en gros, c'est juste. C'est la même chose que la garde au Moyen-Âge, si vous voulez que je vous dise. C'est des mecs qui se baladaient en ville et quand ils voyaient du remue-ménage, ils donnaient des coups de matraque et ça s'arrêtait là, tu vois. Ils se déplaçaient à vélo. Et ils avaient pas du tout de fichier de reconnaissance. À l'époque, ils avaient des physionomistes qui genre se baladaient dans les prisons, etc. pour essayer de reconnaître les récidivistes. Donc c'était vraiment nimp, d'accord. À la fin du 19e siècle, il y a un personnage historique que j'adore, qui est genre mon personnage historique préféré, pas parce que je trouve que c'est un parangon de vertu, attention, mais parce que je trouve qu'il a une vie fascinante. C'est Alphonse Bertillon, qui est l'homme qui a créé la police scientifique, d'accord? Et sa première invention, par exemple, c'était le mugshot. Vous savez, la photo des mecs qu'on arrête, de face, de profil. Ça a été inventé en France par Alphonse Bertillon. Et qui, en fait, à partir de là, il prenait plein de mesures anthropométriques des gens arrêtés, et ça permettait de reconnaître les gens avec 100% d'efficacité. Et à partir de là, il a mis en place aussi des entraînements particuliers pour les agents de police pour leur indiquer comment mener les enquêtes, la photographie judiciaire, c'est lui qui a mis ça en place, l'utilisation des empreintes digitales, c'est pas lui qui a découvert les empreintes digitales, mais c'était l'un des premiers à les utiliser dans des enquêtes de police. Donc un mec super fascinant. Et donc derrière, Clemenceau s'est dit, on va réutiliser toutes ces méthodes-là et on va aussi moderniser les équipements de la police, parce qu'il y a un gros problème en France, c'est que les criminels, ils ont des automobiles, ils ont des mitrailleuses, et les policiers, ils se battent avec des bâtons et ils se déplacent à vélo ou à cheval. Donc petit souci, petit déséquilibre à ce niveau-là. Donc du coup, les nouvelles forces de police de Clemenceau dit le Tigre, comme le souligne Abélard, ont été surnommés les Brigades du Tigre, et ils ont combattu, par exemple, la bande à Bono, des criminels dont vous avez déjà peut-être entendu le nom. Et ça a été une grande révolution. Je l'ai dit juste avant que tu l'écrives, Bidimensionnel, tout à fait. La bande à Bono, tout à fait, qui a été un des premiers gangs motorisés. Et oui, et c'est pour ça qu'ils étaient si dangereux, parce qu'ils quittaient les scènes de crime à une vitesse folle des voitures de l'époque. Hein, donc ça devait être, je sais pas, 17 km/h, quelque chose comme ça. mais forcément, face à un mec à vélo, et puis en plus, même les vélos, ils étaient éclatés à l'époque. Donc forcément, c'était très très dangereux. Et puis à l'époque, il y avait aussi du terrorisme anarchiste. Et je peux te dire que les gars, ils déconnaient pas, quoi. Ils faisaient dérailler des trains, t'avais 70 morts d'un seul coup. C'était hardcore, hein, la vie criminelle en France à l'époque, les Apaches, tout ça. Les Apaches, ça commençait à se terminer, mais les gangs anarchistes, les gangs motorisés, c'était un truc. Et donc voilà, donc les Brigades du Tigre étaient la réponse de l'État à ça. Juste une parenthèse sur le fait qu'à l'époque, le président, son surnom, c'était le Tigre. Aujourd'hui, les surnoms des présidents, c'est Flamby, Ordure, des trucs comme ça. Les choses ont changé, voilà. Après, je pense qu'en vérité, Clemenceau, c'est pas la figure héroïque dont on se souvient aujourd'hui. Je pense que les décennies qui passent, la mort, etc., fait vite apparaître des auréoles sur la tête des politiques, mais que de tout temps, les politiques étaient des politiques. Donc ça devait pas être un mec génial non plus. Donc voilà, et dans les années 80, 1980, hein, on n'est plus en 1800, la télévision française lance une série intitulée Les Brigades du Tigre sur ces enquêteurs-là, de cette époque-là, ultra ambitieuse. Je veux dire, on n'en fait plus aujourd'hui, hein, des séries aussi ambitieuses que ça. Juste un truc, est-ce que vous entendez mon voisin qui hurle de toutes ses forces sur Fortnite, là, tu vois?
Là, il dit mais putain, mais c'est pas possible. Ça y est, il a arrêté. Voilà. C'est vrai, qualité littéraire de ses discours, on peut dire ça. Ah, ça y est, il recommence à hurler. C'est génial. C'est génial. J'adore vivre à Paris. Euh, et donc, oui, donc les Brigades du Tigre. Série très très ambitieuse, on n'en fait plus des comme ça en France, tout en costume, série d'époque, des enquêtes policières dans tous les épisodes, c'est super documenté, de temps en temps il y avait des personnages historiques, il me semble qu'ils affrontent la bande à Bono dans certaines saisons, c'est vachement bien construit, la série dure tellement de saisons qu'ils avancent dans le temps et ils adaptent, les scénaristes adaptent les vrais faits historiques, etc. Il me semble même qu'il y a un moment où les personnages partent à la guerre, la Première Guerre mondiale, puisqu'au début de l'intrigue, ils sont au début des années 1900, donc ouais, il y a des, ouais c'est ça, il y a une partie qui se passe dans l'entre-deux-guerres et donc ils reviennent tous de la guerre et tout. Et les personnages sont très marrants. Il y a l'inspecteur Valentin et les inspecteurs Pujol et Terrasson. Il me semble que Pujol c'est le grand costaud avec l'accent du sud et Terrasson c'est le petit malin. Et alors si vous les regardez aujourd'hui, c'est délicieusement désuet parce que genre par exemple ils s'entraînent à la savate, ils combattent, ils font de la savate, donc vous savez la boxe française, ils se tiennent comme ça. Donc c'est très drôle. Ils conduisent leur vieille bagnole qui aujourd'hui nous paraissent ridicules. Ils ont leur casquette plate, leur petit costume et tout. Ils sont très marrants. Et c'est bien écrit. Forcément, ça vieillit. C'est-à-dire que c'est une série française des années 80, donc aujourd'hui tu le regardes, le rythme est un peu neurasthénique. Mais il y a quand même quelques beaux épisodes, quelques trucs qui tiennent bien la route. Donc ouais, je suis assez fan. Il y a eu un... il y a- Attendez une seconde, parce que là je crois que mon voisin est littéralement en train de faire une crise cardiaque. Oh, c'est incroyable. Bref. Euh, il adore hurler. Et donc oui, donc on a Ah mais c'est incroyable. C'est dommage que vous ne l'entendiez pas, c'est dommage que j'ai un micro suffisamment performant pour pas capter ce genre de bruit, mais c'est incroyable. Incroyable. Bref. Non, mais je pense que il peut pas faire de vieux os en se mettant dans de tels états de stress, quoi. Et tous les jours. Bref, j'en étais où? Oui, il y a eu une adaptation récente, un remake des Brigades du Tigre avec Clovis Cornillac qui jouait le commissaire Valentin. Euh, Pas mauvais, pas mauvais, voilà. Pas mauvais. Mais non, mais les gars, vous arriverez pas à l'entendre. Vous arriverez pas à l'entendre. Moi, je l'entends bien. Euh, Mais en plus, il n'y a pas de potin, il dit rien de spécial, il est juste pas content que ses équipiers fassent pas ce qu'il veut sur Fortnite, quoi. C'est tout. Bref, où est-ce que je vais les mettre, les Brigades du Tigre? Euh, Vous savez quoi? J'aurais été assez tenté de les mettre en génie, mais même si c'est les années 20, et avant ça, c'est des condés. Donc du coup, ils descendent d'un rang les condés avec moi, donc ils vont être dans correct. Mais je les aime bien, les Brigades du Tigre, le générique est de toute beauté, comme vous le savez. Euh, Allez, allez, on passe à un autre. Mais les Brigades du Tigre, allez-y, hein, si vous n'avez pas peur du filtre vieux, allez-y. Allez, on va en choisir un autre un peu au pif. Ouais, bah alors celui-là, je le connais même pas. Est-ce que vous, ça vous parle? Les gens m'ont tanné pour que je le mette. Est-ce que vous connaissez Canardo? Canardo, qu'est-ce que je peux dire sur lui? C'est un personnage de bande dessinée. C'est un de ces détectives anthropomorphiques, hein, d'animal anthropomorphique, hein, comme Black Sad par exemple. Je pense que c'est un peu plus humoristique que Black Sad, mais honnêtement, je saurais même pas dire. J'ai jamais lu. Donc si personne me dit tout de suite un truc intéressant sur Canardo, bah, le gars il va partir en pas assez d'indices. Je peux pas faire autrement. Je suis en train de regarder sur Wikipédia si Wikipédia peut m'aider sur Canardo, mais voilà, je peux pas tout connaître. Ouais, personnage dans les années
personnage créé dans les années 70, à la fin des années 70, basé sur Philippe Marlowe, un donc, héros de film noir typique. Je sais pas dans quelle mesure c'est décalé et humoristique, hein. Alors il est alcoolique et fumeur, ouais, ça on peut le deviner à sa gueule. Il fréquente des bars sinistres, ouais. Ouais. Ah, et il sait qu'il est un personnage de bande dessinée, d'accord, donc c'est un perso à la Deadpool, quoi. Il brise le quatrième mur. Écoutez, je les lirai peut-être un jour, les aventures de Canardo. À ce moment-là, il changera de place dans le classement. Mais là, pour l'instant, je suis obligé. Il est super chum en plus. Donc, je suis obligé de le mettre en pas assez d'indices, hein. Voilà, hein. Alors, à moins qu'il y ait un fan de Canardo qui veuille le défendre, je pense qu'on sera tous d'accord pour le mettre tout simplement dans pas assez d'indices. Et peut-être qu'on y reviendra un jour. Voilà. Mais lui, au moins, il est placé. Et ça nous fait un item de moins sur la liste. Allez, on va en trouver un autre. Hmm. Alors des fois j'en ai qui sont notés et leur nom me dirait ah mais oui je sais qui c'est. Ah celui-là je l'adore. Est-ce que vous reconnaissez Leslie Nielsen dans le rôle de Frank Drebin, euh, qui est donc plus connu sous le nom de le héros de Naked Gun ou des films Y a-t-il. Voilà. Vous avez vu les films Y a-t-il? Moi, je les adore. C'est vraiment ma cam. Et en même temps, je sais bien que c'est pas pour tout le monde. Je sais que c'est débile. D'accord, c'est vraiment c'est des comédies américaines, mais complètement débiles, où il se passe toujours. En fait, chaque plan, c'est vraiment ça, c'est que chaque plan, chaque réplique est un gag. D'accord. Et c'est genre, c'est leur volonté aux auteurs. Il faut que vraiment, chaque seconde, t'aies au moins 3 gags, et quitte à ce que les gags soient éclatés au sol, quoi. C'est vraiment, on fait du gag pour le gag. Et en même temps, c'est des mecs qui savent faire ça, donc des fois, c'est des trucs vraiment très drôles. Et donc, Frank Drebin, moi j'adore, je suis client depuis que je suis tout petit. De façon générale, quand j'ai découvert ça, enfant, les films, les comédies comme ça, avec Leslie Nielsen, j'ai voulu toutes les voir, quoi. Et alors, il y en a qui sont pas terribles, il y en a qui sont excellentes. Ma préférée, pour information, c'est le détonateur, où il joue pas ce personnage-là, en l'occurrence, mais il joue toujours la même chose. Il joue toujours ce... En gros, déjà, le gag principal, mais qui, moi, me fume, parce que on est d'accord qu'il a la gueule d'un mec de 70 ans, d'accord. Et il joue un espèce de héros de film d'action, et ça se voit qu'il a 70 ans, tu vois, qu'il arrive pas du tout à suivre. Et il assume complètement cet aspect-là, que je trouve déjà super drôle. Et puis c'est genre, les hommes le craignent, les femmes sont fans de lui, parce que c'est un génie. Et il est bête qu'il en peut plus. Il se retrouve tout, il comprend jamais rien à rien. Il résout les enquêtes, mais par accident total. C'est un débilos, mais magnifique. Il est génial, parce qu'il est dans un univers de débilos. Et c'est le plus court de tous. je l'adore vraiment. Naked Gun, qui à la base était une série à sketch, et puis ensuite ils ont fait des films, et vraiment, moi j'adore, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui les a pas vus, je dis ah, enfin une excuse pour les revoir. Alors évidemment, des comédies de Leslie Nielsen, la meilleure, on le sait, c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion, où malheureusement il ne joue pas ce personnage-là, mais les films avec ce personnage-là sont aussi très 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 bien. Vraiment, je les adore. J'essaie de réfléchir si genre j'ai un préf, euh, mais je suis pas sûr. Je crois que je les aime tous bien. Euh, ouais, donc en France il s'appelle Y a-t-il un flic, mais en VO c'est The Naked Gun, et ça n'a rien à voir avec Y a-t-il un pilote dans l'avion, même si c'est un peu les mêmes mecs qui font les deux. Donc il est policier à Los Angeles, et il fait n'importe quoi, parce qu'il est complètement à l'ouest. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver le président? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Non, je les aime pareil, hein. Franchement, ça change pas grand-chose. Même si le premier a un énorme avantage, c'est qu'ils ont récupéré tous les gags de la série, en fait. Donc c'est un peu un best-of. Mais ça fonctionne très très bien. Donc super fan de ça. La version française de ça, ce serait peut-être Mais qui a tué Pamela Rose, qui est plus récent, et qui est la version VF. Et évidemment, je ferai les enquêteurs de Mickey et Pamela Rose à un moment ou à un autre, puisque je les porte dans mon cœur eux aussi. Voilà. Qui on a ensuite? Voyons voir ça. Vous savez quoi, hein, la liste commence à se réduire, hein, petit à petit. Encore beaucoup, beaucoup de monde, mais... Ah, celui-là, quand on me l'a suggéré, tout de suite, pareil, je voulais le faire. Je pensais que c'était une très bonne idée. Et en même temps,
qu'est-ce que c'est forcément un hors-sujet. En même temps, est-ce que vous reconnaissez, juste à sa tête, est-ce que vous reconnaissez Rex? Rex, héros de la série Rex Chien Flic. Voilà. Rex Chien Flic. Alors, laissez-moi vous lire le pitch de Rex Chien Flic parce que... Attendez, là, je suis en train de lire le pitch de Rex Chien Flic et je suis stupéfait. Je pensais pas que ça partait aussi loin, en fait. Alors, écoutez bien. Écoutez bien le pitch de Rex Chien Flic. La série débute après l'attentat perpétré contre un agent du KGB. Une fusillade éclate entre la police et le criminel. Un des policiers, Michael, est tué, mais son chien Rex est sauf. Rex déprime sans son maître et refuse de s'alimenter au chenil. Il s'échappe pour aller sur la tombe de Michael. Un certain Richard Mauser, nouveau à la brigade criminelle qui enquête sur l'affaire, le rencontre et décide de le garder. Au fil des épisodes, Rex met en scène une unité de brigade criminelle à Vienne, puis Rome, et notamment le duo infaillible d'un commissaire et de son berger allemand Rex. Et il y a eu 18 saisons avec différents maîtres de Rex. Ouais, donc on est d'accord que par contre Rex doit décéder quand même de temps en temps. Et il y a un remake moderne de Son et Rex, c'est la même... mais c'est incroyable. Et en fait, c'est pas du tout américain, c'est germano-autrichien. C'est vraiment bizarre que ça existe. C'est vraiment bizarre qu'un truc pareil existe. J'ai vu des épisodes. Je parlais la dernière fois, quand on a parlé d'Eric, je parlais de ces séries dont on a tous vu un épisode, vous savez, les jours où on était malade et on n'allait pas à l'école, et du coup, il n'y avait rien d'autre à faire que mater la télé toute la journée. Et en fait, si tu n'avais pas une chaîne enfant, genre Disney Channel ou Canal J ou des trucs comme ça, eh ben, tu te retrouvais à regarder les programmes de l'après-midi sur TF1, France 2, France 3. Et c'était pas du tout des trucs pour gosses, et c'était des séries policières un peu bizarres comme ça, des trucs allemands en général. Et donc Rex était allemand aussi, qui l'eût cru. Donc V-Dimensionnel, lui, il se souvient de l'uniforme vert dans Rex. Moi, je me souviens pas du tout de ça. Il nous dit aussi que ça pourrait être un rang S, Rex, mais qu'il est flic. Donc moi, normalement, c'est vrai. Et c'est dans le titre que c'est un chien flic. Et qu'est-ce qu'il faisait, Rex? Il faisait rien, en fait. C'est toujours la même chose, quoi. C'était des enquêtes. Les épisodes étaient super longs, en plus. Il me semble que c'était des épisodes... ça me semblait interminable. Ça se trouve, ils avaient dû durer normal, mais en temps ressenti, ça me paraissait énorme. Et en gros, qu'est-ce qu'il faisait, Rex? Il suivait son maître, et puis genre, quand il y avait un méchant, il grognait, quand il y avait un gentil, il lui faisait la fête. Salut Corwen. Qu'est-ce qu'il faisait, Rex? Concrètement, est-ce qu'il était si utile que ça dans les enquêtes? Est-ce qu'il reniflait des trucs? Est-ce que... Souvent, je me rappelle que Rex, souvent à la fin des épisodes, quand l'enquêteur qui menait vraiment les enquêtes disait hey, le coupable c'est vous, le coupable essayait de s'enfuir et qu'à chaque fois Rex se mettait dans l'entrebâillement de la porte et grognait. Et qu'en gros c'était ça qu'il faisait. Mais je me rappelle pas que Rex ait arraché la carotide de qui que ce soit. Je me rappelle pas de choses comme ça. Mais tout cela étant établi, le fait est que Rex est un chien. Et que donc du coup, Rex, je vais lui mettre une bonne note. D'accord? Voilà. Parce que je crois pas qu'on aura d'autres chiens dans la liste. Ou en tout cas de chiens, hein, peut-être des chiens anthropomorphiques, puisqu'on a bien un fennec et un canard. Mais Rex, c'est un vrai chien. Et faire toute une série policière où le héros, c'est un chien, et tenir 18 saisons plus un remake moderne aujourd'hui, qui est sur Disney+, je trouve que ça force le respect. Et pour toutes ces raisons, effectivement, Rex aurait pu être en rang S. Mais c'est un Condé, donc on va le faire descendre d'un rang. Je peux pas dire que c'est un génie non plus, parce que c'est qu'un chien. Donc il va partir en correct. Voilà. Et j'estime que c'est généreux et en même temps justifié. Donc voilà, Rex en rang correct. J'aurais pu mettre un rang bon chien et mettre que lui dedans. Ça aurait pu être possible aussi. Mais oui. Quand j'étais à Los Angeles, j'ai vu les étoiles sur les hauts boulevards de Lassie et de Rintintin, même si je ne me rappelle plus de son nom américain. Donc c'est important les chiens héros de série aux États-Unis. C'est pour ça que je pensais que c'était américain et non allemand. Même si c'est un berger allemand, je pensais qu'il pouvait être casté dans une série américaine. Donc voilà, il n'y a pas aussi un film avec... Il y a un film aussi avec un flic qui se retrouve en équipe avec un chien. Comment s'appelle ce film? Avec... j'ai l'acteur en tête, mais c'est quoi son nom déjà?
Tom Hanks. Tom Hanks a un film avec un chien. Comment ça s'appelle ce film? Avec un des frères Bellucci. Chien de flic. Est-ce que c'est Chien de flic? Chien de flic. Ah bah, et tu vois, et ça, c'est ça. Pas Bellucci, Bellucci. Pas tout à fait la même orthographe. C'est ça. Et ce film existe. Incroyable. Et ça, par contre, c'est éclaté comme film, on est d'accord. C'était vraiment. Pour le coup, c'était un mauvais film. Mais il y avait pas Tom Hanks en fait dedans. Pourquoi j'imagine Tom Hanks? Attends. Tom Hanks. Dog. Movie. Turner et Hooch. Je l'ai pas rêvé. Je l'ai pas rêvé. Turner et Hooch. Film qui existe où Tom Hanks doit faire équipe avec un chien parce que le chien, Hooch, est témoin d'un meurtre. C'est ça. Et ils ont fait une série récente. Et c'est peut-être celle-là qui est sur Disney+, en fait. Peut-être que je confonds. Bref, vous savez quoi? On va arrêter maintenant sur les histoires de chiens policiers. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose, même si c'est un sujet fascinant. Allez, donnez-moi un bon. On a le temps d'en faire, allez, deux autres. Deux autres et puis on arrête. Allez. Ah, je l'aime bien celui-là. Est-ce que vous connaissez... Jérôme K. Jérôme Bloch? Alors c'est ça son nom. Son prénom c'est Jérôme K. Jérôme. Et son nom de famille c'est Bloch. Et c'est un héros de bande dessinée. De la série Jérôme K. Jérôme Bloch. Il y a plein de tomes. Moi j'ai commencé à m'acheter une belle édition intégrale qu'on trouve que dans certaines librairies parisiennes. Donc vraiment le truc pour les vrais fans. Sinon, trouver toute la collection complète, c'est compliqué. C'est de très bonne facture. J'aime beaucoup le style graphique et tout. Ah, bah je peux vous le montrer puisque je l'ai. Suis-je bête? Je vais chercher tout de suite. Me revoilà. Voilà. Donc oui, ça c'est le volume 1 de la nouvelle édition intégrale qui est plutôt très cool. Et alors c'est les premiers volumes, le style graphique est un peu moins fun que dans les derniers, mais visuellement c'est pas mal, c'est de la ligne claire, des couleurs pleines. J'aime beaucoup, ça rappelle vraiment les meilleurs trucs de la bande dessinée franco-belge en fait. Hein. Et les nouveaux volumes, le style s'est encore amélioré, je trouve ça très très sympa. Quand est-ce que je récupère ma bibliothèque complète, Coran? Mais malheureusement jamais, je pense. Euh, j'ai un petit air de... C'est vrai que là, tout de suite, effectivement, avec cette coiffure et les lunettes, c'est pas fou. Sous-entendu, j'ai un gros nez, Pigmentarium. Merci. Merci. Qu'est-ce que je fais de cette information? Non. Mais oui, Jérôme K. Jérôme Bloch, personnage très sympathique. C'est un détective privé qui a obtenu son diplôme de détective grâce à des cours du soir par correspondance. C'est grave, t'as raison. C'est vrai qu'il me ressemble vaguement. Écoute, il faut que j'ai le rôle dans l'adaptation ciné. Voilà, enfin, on a qu'à faire ça. Et en gros, son truc, c'est qu'il est un peu maladroit. Et en fait, ce qui est cool, le concept qui s'est dessiné au fil des tomes, c'était pas tout de suite ça. C'est vrai qu'avec des lunettes rondes, on y serait. C'est pas faux. Sauf qu'il a un grain de beauté au-dessus de la lèvre et moi j'ai une moustache au-dessus de la lèvre. Voilà, c'est notre grande différence. Il est tout à fait imberbe. Il a un côté un peu jeune et faible quand même, ce Jérôme K. Jérôme. En gros, le concept c'est que c'est un détective de la vraie vie, d'accord. Il y a un côté très enquête du quotidien, c'est-à-dire que les méthodes qu'il va utiliser, c'est il a besoin de trouver quelqu'un, ben, il le cherche, genre dans le bottin. Tu vois, il fait des trucs comme ça. Il a besoin de faire une planque, il fait une vraie planque où il doit rester des heures à manger des sandwichs dans sa voiture. Et il y a un côté très réaliste et très simple. Et aussi, c'est pas du tout un justicier, tu vois. C'est vraiment juste. Là, vous l'avez entendu. Là, vous l'avez entendu. Là, alors quand il est très très en colère, il crie en anglais. Attendez, là, vous l'entendez. Incroyable. C'est un râleur international. D'habitude, mon Dieu. J'ose espérer que c'est pas que Fortnite quand même. J'ose espérer qu'il y a
qu'il y a autre chose dans sa vie qui l'énerve autant. Parce que tu peux pas t'énerver comme ça pour Fortnite, enfin pas quand t'es un adulte. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là. Si vous connaîtriez pas une meuf célibataire pour sortir avec lui pour qu'il fasse autre chose, quoi. Juste pour qu'il fasse autre chose de ses journées. Vraiment, moi je lui présente quelqu'un, il n'y a aucun problème, quoi. Vous connaissez pas une fille très patiente qui pourrait, je sais pas, l'emmener se promener. Il faudrait qu'il ait un hobby du style le macramé ou quelque chose comme ça. Mais on peut pas souhaiter ça à la meuf, évidemment, mais à lui. Moi, je lui souhaite que du positif parce que clairement, c'est toutes les frustrations de sa vie qui fait qu'il se met dans cet état. Mais là, ça fait de la peine. Il faudrait qu'il change de jeu, qu'il se mette à. Qu'est-ce que c'est un jeu vraiment chill? Parce que là, c'est pas possible. Enfin, bref. Où j'en étais de Jérôme K. Jérôme Bloch? J'aime bien. D'accord. Ce qui est marrant aussi, c'est que il évolue donc dans Paris. Et en fait, petit à petit, au fil des tomes, son voisinage et tout est vraiment construit. Et donc, par exemple, si à un moment donné, il a besoin d'aller voir un médecin, eh ben, ça va devenir le personnage de médecin récurrent dans toutes les histoires. Et donc, il y a un univers qui s'est construit petit à petit et qui est vraiment très intéressant. Euh, il a besoin de bol, me dit Coran. Ouais, il a besoin de bol. Et puis, Commentaire me propose qu'il se mette à Stardew Valley. Stardew Valley, effectivement, ce serait une bonne solution pour mon voisin. Euh, je vais laisser traîner un flyer dans l'immeuble en mode vous en avez marre de perdre à Fortnite? Pourquoi pas essayer Stardew Valley? Il n'y a pas vraiment de winner et de loser dans Stardew Valley. Et je pense que ça peut être très bien. Et puis petit à petit, en fait, petit à petit, euh, lui faire des trucs de plus en plus chill. Ah, Abelard nous dit OMG, Jérôme K. Jérôme, j'ai tout lu quand j'étais gamin. Ben voilà, ben super. Enfin, une des refs que je propose que les gens connaissent. Ok, donc t'as tout lu. T'as pas tout lu, puisqu'ils en sortent encore aujourd'hui. Il y en a encore, l'auteur est toujours actif. Et c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, il y a des grands noms qui ont travaillé au début. Parce que maintenant, c'est un auteur tout seul, mais il y a Le Tendre qui a écrit pour les premières histoires de Jérôme K. Jérôme. Donc c'est pas n'importe qui. Ah non, désolé, j'ai pas la vidéo cringe de Sardoche. Désolé, j'ai pas la ref, Coran. Mais j'ai la ref Jérôme K. Jérôme que je partage avec Abélard. Je trouve que c'est vraiment. C'est très doux en fait comme bande dessinée, Jérôme K. Jérôme Bloch. C'est intelligent. Puis le personnage est plutôt attachant parce que donc il est très maladroit. Il se balade tout le temps en pyjama. Il se déplace avec sa petite Solex, la petite mobilette. Stream cultivé ici, je suis désolé Coran. Ici c'est stream intello. Tu peux pas nous parler de Sardoche comme ça. On est pas prêt. On n'a pas les refs. Euh, Et oui, il y a une petite mythologie cool. Le seul truc qui est pas réaliste, qui est pas ancré dans la réalité dans Jérôme K. Jérôme Bloch, c'est que il a toujours un peu le même âge, alors que ça fait genre 20 ans que ça existe. Mais sinon, c'est un univers que j'aime bien. Ouais, je trouve ça très cool, Jérôme K. Jérôme Bloch. Et du coup, et en plus, il est roux. Il est roux, notre Jérôme. Et donc, vous savez ce que ça veut dire. Il serait, sans sa rousseur, il aurait été en génie, tout simplement. Mais là, rang S. Il était temps il était temps qu'on ait un vrai roux dans le rang S. Donc voilà, donc il est ici et il est tout à fait à sa place. Allez, on en fait un dernier pour la route. Puis après, je sais pas, boire une tisane avec mon voisin, faire quelque chose comme ça. On va essayer de trouver une solution. Allez, au hasard. Il nous en reste plein. Il nous en reste plein. Je suis désolé, on va jamais finir ce classement. Oh, j'avais promis de faire Gibbs. Allez, il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Je le cherche dans ma liste. Parce qu'évidemment, j'ai pas rangé par ordre alphabétique. Gros malin que je suis. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Leroy Jethro Gibbs. L'un des personnages qui m'a été le plus demandé et où les gens se sont le plus énervés contre moi quand j'ai commencé à exprimer des opinions là-dessus. Donc Leroy Jethro Gibbs, on est d'accord que toutes les personnes qui vivent en France et qui ont accès à M6 sur ces 15 dernières années savent de qui il s'agit, d'accord. On va se fâcher fort. Leroy Jethro Gibbs. Pigmentarium dit qu'on va se fâcher fort. Et Cora nous dit la jeunesse le vendredi soir. Alors, s'il y a bien un truc que Leroy Jethro Gibbs ne m'évoque pas, c'est la jeunesse. Ce qui est mon premier reproche. Alors, Gibbs. euh... nous dit j'ai commencé à regarder la série dernièrement. Je me suis dit, putain, mais quel courage de se lancer dans une série où il y a genre 32 saisons et il aime pas du tout ce type. Effectivement, c'est difficile de l'aimer. C'est difficile de l'aimer. C'est le héros de la série NCIS. NCIS, pour ceux qui savent pas, NCIS, c'est
Euh, c'est des enquêteurs, c'est genre la section d'enquête au sein de l'armée américaine. En gros, c'est ça le principe, d'accord. Et donc, ils enquêtent toujours sur des affaires qui concernent des militaires. Et Gibbs, c'est genre le chef. La sécurité d'État aussi. Il me semble que c'est quand même toujours des militaires, non? Et Gibbs, c'est le chef de cette section, d'accord? Et le premier truc que tu constates dans cette série, c'est que tu te dis, ce mec-là devrait être à la retraite. C'est quoi on se dit? Ce mec-là devrait être à la retraite. Il est beaucoup trop vieux, d'accord? Il est beaucoup trop vieux pour continuer à travailler. Surtout pour un militaire. Les militaires, ils partent à la retraite à 40 ans, faut arrêter les bêtises. Il est trop vieux, d'accord? Il est beaucoup trop vieux. Et alors, il y a un débat dans le chat, là, tout de suite. Euh, euh, Il y a un débat sur est-ce qu'il est réac. Est-ce qu'il est réac, Gibbs? Alors attention, là le débat est en train de s'énerver. Alors il y a des gens qui nous disent qu'il est réac, il y a des gens qui disent pas du tout, arrêtez de dire des bêtises. Alors, mon opinion là-dessus, c'est que la série en elle-même est un peu réac. D'accord? C'est quand même une série où tu vas avoir. Ils vont volontiers te mettre au milieu d'un épisode de la musique émouvante avec un gros plan sur le drapeau américain qui vole au vent, etc. Je suis désolé, ça, c'est patriotique, c'est un peu réac. C'est un peu réac. C'est un peu réac. C'est quand même, ils sont quand même à fond sur la propagande militariste, sur le fait que toutes les opérations de l'armée américaine de par le monde étaient totalement justifiées et héroïques. Il y a un côté quand même très impérialisme américain. Et voilà, et l'impérialisme américain, est-ce que c'est réac? Un petit peu quand même, voilà. C'est très républicain compatible, nous dit Coran. Oui, c'est très républicain compatible. Voilà. De toute façon, le côté républicain compatible, c'est aussi que c'est une série qui s'adresse plutôt à des personnes âgées. On va pas se mentir, je veux dire, vos grands-parents qui perdent un petit peu la tête, ils arrivent quand même à suivre NCIS normalement. Hein. L'intrigue est suffisamment fluide et suffisamment rassurante. Voilà. Il y a des petits gags. Alors, il y a des gens qui sont très attachés à NCIS parce qu'il y a des personnages un peu du style. Il y a le personnage de la médecin légiste, c'est ça qu'elle fait. Je sais plus si elle s'occupe des ordinateurs ou si elle est médecin légiste, qui s'appelle Abby, c'est ça, qui est genre gothique, qui est genre un look gothique, mais un look gothique comme l'imaginent les républicains qui ont 80 ans. Et donc les gens l'aiment bien parce qu'ils disent ouais, tu vois, c'est pas si réac que ça, quand même une jeune qui est un peu border et tout. Ouais, c'est réac, quoi. C'est réac, parce que les personnages sont complètement héroïques, tu vois. Il y a aussi tout un discours dans lequel on va pas rentrer, mais il y a aussi tout un discours sur d'autres pays, tu vois, sur genre la Chine, sur Israël, tout ça, où ils disent des trucs qui sont très tranchés. C'est-à-dire, après, on a le droit d'être d'accord avec eux, hein, mais c'est très tranché. Voilà. Pigmentarium se défend maintenant parce que ça y est, les autres l'ont convaincu en disant j'étais enfant quand je regardais ça avec un parent militaire, donc j'ai peut-être pas percuté tout ça. Mais elle aime les persos. Voilà, bah écoute, tu t'es attaché à Gibbs. Est-ce que tu sais que dans la vraie vie, l'acteur, il a été accusé de harcèlement par certains des autres acteurs de la série? Et il me semble qu'il a été viré d'ailleurs. Il me semble que dans la nouvelle saison, c'est plus lui le héros. Alors, V-Dimensionnel nous raconte un épisode qu'il a vu. Dans le dernier épisode qu'il a vu, Gibbs conditionne l'entretien d'un terrain de basket et la lumière d'une rue au fait de dénoncer des gens. J'ai trouvé ça abject. Je comprends pas du tout ce que tu racontes. Ouais, il y a des épisodes en contre-plongée de Gibbs. Mais Gibbs, c'est un super-héros dans l'histoire, hein. Voilà. Mais bon, Gibbs. Gibbs, quoi. Gibbs, moi je le trouve quand même super réac. Et puis surtout, j'ai du mal avec ce vieux bonhomme qui donne des ordres à toute l'équipe. Et puis alors, il y avait aussi un gag dans les premières saisons, c'est qu'il y a un nouveau qui arrive dans l'équipe au début de la série. Et ils l'appellent tous le bisu. Et ils le maltraitent, ils se moquent de lui et tout. Genre ah ouais, c'est le stagiaire, on peut le malmener, on peut lui faire des trucs à la con, ils lui font des blagues et tout. Et je trouve ça cruel. C'est trop. Ouais, c'est du bullisme. Je suis d'accord. Je trouve que c'est pas cool d'être méchant avec le nouveau gars, quoi. Et puis sur là, ouais, la bleusaille et tout. C'est vraiment pas ma culture. Vraiment pas ma culture, je trouve relou. Et puis alors, les enquêtes, elles sont en ligne droite, quoi. Elles sont en ligne droite, quoi. C'est genre, on va de témoin en témoin, et puis au bout de 5-6 témoins, le témoin te dit, ah ben en fait c'était le mec du début, et donc on revient en arrière, on arrête le mec du début, quoi. Et puis de temps en temps, il y a un peu d'action, genre des courses-poursuites, des fusillades, des trucs avec des snipers. Ils adorent les snipers, il y a beaucoup, beaucoup de snipers dans NCIS. Vraiment, j'ai jamais été.
était emballé. Mais Cora nous dit qu'il y a des moments émouvants sur Gibbs. Alors c'est quoi déjà sa backstory? Il a été traumatisé par la guerre ou quelque chose comme ça ou c'est quoi sa backstory? Pourquoi il est émouvant, Gibbs? C'est quoi la justification de tout qu'est-ce qui le rend émouvant, le gars? Je sais plus du tout. Je me rappelle plus du tout. J'en ai vu beaucoup, hein. Il est vétéran. Vétéran de l'Afghanistan. De toute façon, l'armée américaine, ils sont tout le temps en Afghanistan depuis il y a eu des temps. Donc oui, il doit être vétéran de l'Afghanistan, forcément. C'est quoi? C'est un ancien marine? Quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'ils foutaient en Afghanistan, les Marines d'ailleurs? Il n'y a même pas la mer là-bas. Bref, j'ai pas beaucoup de trucs positifs à dire sur lui. Je sens que tout le monde va me détester pour lui. Bon, je pense que vous avez deviné où je vais le mettre, hein. Je pense que vous avez deviné où je vais le mettre. Voilà. Alors, V-Dimensionnel nous explique en détail l'épisode qu'on n'a pas compris son résumé tout à l'heure. Alors, Gibbs veut obtenir le témoignage de 2 jeunes d'un quartier populaire. Est-ce qu'ils sont blancs? Je devine que non. Les 2 jouent sur un terrain de jeu, un playground délabré et dans une rue sans lumière. Gibbs leur dit que le terrain sera remis en état et la lumière de leur rétablie s'ils dénoncent un de leurs amis. Genre pour avoir des équipements dignes, il faut collaborer. Eh ouais, c'est ça le service public. C'est ça le service public. Écoute, soit vous jouez le jeu, soit vous jouez pas le jeu. Et puis en plus, Gibbs, il a ce genre de pouvoir. Pof, pof, pof. Ouais, je suis d'accord que c'est odieux. C'est odieux. Ouais. Bah, au moins, il les a pas torturés. C'est déjà pas mal pour l'armée américaine de pas faire du waterboarding. De pas faire du waterboarding pour interroger les gens. Bon, écoutez, sous les cris d'indignation, je pense que vous savez où va tomber, hein. Ça part en débilos. Voilà, ça part en débilos. Il tiendrait pas 2 secondes dans une enquête des autres de ce tableau. Et puis de façon générale, c'est pas quelqu'un que j'aurais envie de fréquenter. Donc voilà. Ainsi, Leroy Jethro Gibbs. Qu'est-ce que c'est ce nom en plus, Jethro? Leroy Jethro Gibbs part en débilos. Je me fais insulter aussi par MP. Je me fais insulter par MP. Il faut faire avec les gens. Insultez-moi sur le chat. Ça n'a rien envoyé des trucs comme ça. C'est sa place. Eh oui, parce qu'il y a aussi des guerres de service et il est super, il est dur, quoi. C'est un requin en plus, ce mec, quoi. Puis j'aime pas sa tronche. J'en peux plus, quoi. Voilà, écoutez, de toute façon, vous savez quoi, je vais m'arrêter là. T'es pas content de Pigmentarium? Écoute, c'est pareil, fais ta propre liste. Propre liste. Je suis désolé, moi, chez moi, les réacs qui tombent bas dans le classement, c'est comme ça. Il est bien avec Rorschach, ils vont bien s'entendre. Ils vont très très bien s'entendre. Non, ce qui me fait de la peine, c'est de le mettre à côté de lui, tu vois. Lui, je l'aime bien. C'est comme ça. Écoutez, c'est comme ça. Je vais m'arrêter là-dessus. J'ai mis Cutfile dans la liste, mais je le connais pas bien, donc il risque d'atterrir dans pas assez d'indices si j'arrive pas à me renseigner d'ici la prochaine fois. Écoutez, il reste encore plein de monde. Oh là là, on va jamais s'en sortir. Allez, vous savez quoi? On se revoit bientôt. Poirot est-il un peu réac? Poirot, il est pas réac. Poirot, c'est un homme de son temps, d'accord. Mais il est vachement compréhensif, en fait. Il a des idées reçues, mais à chaque fois, quand il est face à la personne, il se met à la place de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais il a son côté, chaque chose à sa place, tout à fait, mais c'est pas la même chose, c'est pas politique, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, j'ai rendu mes jugements. Et on va s'arrêter là. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt. Voilà, on fait comme ça. Allez, à plus. Ciao, ciao.